Et bonsoir, nous sommes le 4 avril à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Ce soir, je ne dirai pas ce que j'ai adoré, détesté ou écouté en boucle, parce que ce que j'ai découvert cette semaine est bien plus intéressant. De passage à Vilnius en famille ce week-end, j'y ai découvert la petite république d'Usupis, une micronation de 7000 habitants, dont 1000 artistes, jumelée avec la République de Montmartre à Paris, oui ça existe, dont l'armée compte 12 personnes, dont le président est élu à vie et la reine chaque année, et dont le drapeau, une main dans un cercle sur fond blanc, change de couleur au fil des saisons. Je vais vous lire sa constitution, que j'ai pu découvrir, composée de 41 points. C'est parti pour la constitution d'Usupis. Premier point, l'homme a le droit de vivre près de la petite rivière Vigna et la Vigna a le droit de couler près de l'homme. Point 2, l'homme a le droit à l'eau chaude, au chauffage durant les mois d'hiver et à un toit de tuiles. Petit 3, l'homme a le droit de mourir mais ce n'est pas un devoir. Petit 4, l'homme a le droit de faire des erreurs. 5, l'homme a le droit d'être unique. 6, l'homme a le droit d'aimer. 7, l'homme a le droit de ne pas être aimé, mais pas nécessairement. Comme vous pouvez voir, à Usupis, on hésite un peu parfois. Point 8, l'homme a le droit d'être ni remarquable, ni célèbre, et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait rappeler en permanence à nos amis parisiens. Point 9, l'homme a le droit de paresser ou de ne rien faire du tout. Point 10, alors là on arrive sur la partie des animaux domestiques, c'est hyper mignon, vous allez voir. Point 10, l'homme a le droit d'aimer le chat et de le protéger. 11, l'homme a le droit de prendre soin du chien jusqu'à ce que la mort les sépare. Point 12, le chien a le droit d'être chien. Point 13, le chat a le droit de ne pas aimer son maître, mais il doit le soutenir dans les moments difficiles. Point 14, l'homme a le droit parfois de ne pas savoir qu'il a des devoirs. 15, l'homme a le droit de douter, mais ce n'est pas obligé. 16, l'homme a le droit d'être heureux. 17, l'homme a le droit d'être malheureux. 18, l'homme a le droit de se taire. 19, l'homme a le droit de croire. 20, l'homme n'a pas le droit d'être violent. 21, l'homme a le droit d'apprécier sa propre petitesse et sa grandeur. 22, l'homme n'a pas le droit d'avoir des vues sur l'éternité. 23, l'homme a le droit de comprendre. 24, l'homme a le droit de ne rien comprendre du tout. 25, l'homme a le droit d'être une nationalité différente. 26, l'homme a le droit de fêter ou de ne pas fêter son anniversaire. 27, l'homme devra se souvenir de son nom. 28, l'homme peut partager ce qu'il possède. 29, l'homme ne peut pas partager ce qu'il ne possède pas. Et là, on arrive sur la fin. Vous allez voir, ce serait bien que la France s'inspire des principes de cette République d'Usupis. 30, l'homme a le droit d'avoir des frères, des sœurs et des parents. 31, l'homme peut être indépendant. 32, l'homme est responsable de sa liberté. 33, l'homme a le droit de pleurer. Et je crois que ça, il faut le rappeler en permanence. En tout cas, je n'y manque pas au fil des émissions. 34, l'homme a le droit d'être incompris. 35, l'homme n'a pas le droit d'en rendre un autre coupable. 36, l'homme a le droit d'être un individu. 37, l'homme a le droit de n'avoir aucun droit. 38, l'homme a le droit de ne pas avoir peur. 39, ne conquiert pas. 40, ne te protège pas. 41, n'abandonne jamais. Et cette dernière règle, n'abandonne jamais, va forcément rappeler l'abnégation de ceux que la société aime à ériger en héros de la résilience. Les personnes qui souffrent physiquement, dont on loue parfois le courage, pour bien rappeler à l'entièreté du peuple de ne pas se plaindre, mais à qui on ne donne pas toujours plus de moyens que ça d'ailleurs pour aller mieux. Mais plutôt que de parler en leur nom, pourquoi ne pas leur laisser la parole sur la réalité de la douleur ? Qu'est-ce qu'elle vient imposer dans l'existence ? Comment compose-t-on avec ? Est-ce qu'elle vient effacer vraiment toutes les autres préoccupations ? Pour parler de la douleur ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter une tablée de choix. Et je vous présenterai ces personnes bien plus longuement au fil de l'émission. Mais je vais d'abord vous dire qui sont ces personnes qui ce soir vont nous éclairer sur toutes ces questions. Gabrielle Donzelli tout d'abord. Bonsoir. Tu es humoriste. Bienvenue, oui. Gabrielle. Merci. Anaïs Kemener, est-ce que je prononce bien ton nom de famille ? Kemener, pardon. Tu es aide-soignante et championne d'athlétisme. Bienvenue, Anaïs. Merci. Lisa Dayan, tu es autrice, scénographe et militante féministe. Bienvenue, Lisa. Merci. Thérèse, enfin, tu es chanteuse, militante, styliste et directrice artistique. Bienvenue. Merci. Tout de suite sur Move, on va écouter une musique qui a été choisie par Gabrielle qui nous expliquera pourquoi ensuite. J'ai demandé à chacun de mes invités de me donner une musique qui leur donne de la force. Et c'était un titre choisi par Gabrielle Donzelli. Gabrielle, t'es humoriste.
Ton spectacle s'appelle C'est bientôt fini. Pourquoi est-ce que tu avais choisi cette musique ? Parce qu'elle est assez symbolique de ce que représente une époque précise de ma vie où j'ai commencé à m'émanciper. Pendant longtemps, j'étais un peu braqué, même par rapport à ce que les gens te disent à l'école et tout. Je parle de la plus petite enfance, j'ai quand même... Alors, ça parle de trucs un peu vénères, mais je l'ai découvert très jeune. Et en fait, c'est le moment où je me suis mis à écouter du rap et où le rap m'a un peu sauvé. Et c'est vrai que du coup, c'était une espèce de musique avec une musicalité, une énergie qui me faisait tellement de frissons que j'avais besoin de bouger et de danser dessus. Et je trouve que c'est assez symbolique de ce que peut raconter un peu le spectacle. Et ça n'a absolument rien à voir avec le récit du spectacle en lui-même, mais en tout cas, je sais que c'est un peu symbolique de ce truc-là de bouger, sauter, vivre, et évidemment ne pas comprendre les paroles, parce que j'avais 12 ans et c'est l'histoire de quelqu'un qui couche avec des prostituées et qui aime beaucoup ça. Et pour la petite anecdote... De quoi La vie d'Aloca. Ouais, c'est ça. Non, carrément. Et pour la petite anecdote, j'ai rencontré Asap Rocky. Et je ne savais pas ce qu'il faisait à l'époque parce que j'étais vraiment petit, c'était dans un défilé. Et il vient me voir et tout, et il me fait ouais, vous voulez prendre un picture avec mon magnifique accent. Et moi je savais pas qui c'était, donc j'ai vraiment refusé de manière absolument indigne en le regardant en faisant non. Tu sais, on m'a fait la traduction. Et tu veux faire une photo? Je fais non, trop pas et tout. Et j'ai découvert après cette chanson et je me suis insulté tous les jours de ma vie. Faut lui envoyer un DM Instagram. Asap, si tu nous écoutes ce soir, c'est sûrement le cas, t'inquiète. Il était peut-être un peu occupé avec Riri. Non, mais en vrai, par ailleurs, je trouve que la musique, enfin vraiment pour le coup, il a une voix et évidemment un style indéniablement incroyable, mais surtout il a une voix qui rentre parfaitement en concordance avec sa musique. Et là, ils sont pleins sur le feat à rappeler. Il y a Drake et Kendrick Lamar. Et je trouve que même là, quand on l'entend, il y a un truc vraiment... Enfin, ça me rappelle des moments de frisson tout seul dans ma chambre à écouter à découvrir en tout cas cette culture-là que j'ai adoré tout de suite, quoi. Ouais. Parce que effectivement, toi dans ce que tu décrivais, tu parlais d'une enfance un peu complexe au niveau de l'école, tout ça. Comment a commencé ta vie en fait ? Moi, quand je suis née, ça c'est le sujet du spectacle, j'ai eu un cancer à 1 an du cerveau. Donc un bon petit cadeau de départ. Et de mes 1 à mes 5 ans, en gros, ce que je raconte dans le spectacle, je me suis battu contre la maladie avec mes parents et toute la famille qui avait autour. Et ensuite, j'ai été complètement guéri à partir de 8 ans. Et le spectacle raconte la résilience de quelqu'un qui s'en sort après la maladie, en gros. Et donc se sont enchaînés un nombre de discriminations à l'école, de différences et en fait de retard à rattraper dû à ce boulet-là accroché au pied dès le début, qui fait que j'ai eu besoin de ressembler aux autres. En tout cas, j'ai travaillé pour essayer de ressembler à quelque chose qui pouvait correspondre à la normalité dès le départ, en fait. Et j'ai toujours eu un truc de retard. Je dis c'est comme si dans le spectacle, je raconte qu'il y a une course, on est tous bébés, et c'est comme si le mec pendant que le mec tire au flingue, t'as un autre mec qui vient et qui me latte les 2 jambes, et qui fait que du coup, je peux pas continuer la course. Et en fait, quand je découvre la chanson, je découvre une nouvelle musique que je connaissais pas et un peu une identité que je peux commencer à choper différente des autres. Et ouais, ça m'a vachement... C'était un moment important de ma vie, en tout cas, où j'ai commencé à comprendre à peu près ce à quoi je pouvais ressembler, en tout cas. Parce qu'il y avait une sensation, du coup, dès l'enfance, d'être différent. Ouais, de fou. Ou du fait... Parce que, du coup, tu racontes que tu as passé tes 8 premières années à l'hôpital. Ouais. Mais donc, tu grandis entouré d'enfants qui sont malades aussi. Ouais. Alors, les 8 premières années, non, j'ai passé, on va dire, 5 ans. 3 à 5 ans, mais différemment, à l'hôpital en lui-même. Pour le coup, pas du tout social, parce que vraiment enfermé, chambre stérile et compagnie, quoi. Enfin, vraiment tout l'attirail. Et j'avais le contact avec ma famille et mes parents, mais de manière très, très réduite. Donc déjà, j'ai pas été à la crèche. J'ai pas été... je suis arrivé en petite section, mais c'était vraiment marcher sur des œufs aussi tout le temps parce qu'il fallait faire des allers-retours avec l'hosto et tout. Et donc forcément, l'enfance a été très vite spéciale parce que... Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'en rigole aussi maintenant et que j'en fais un spectacle d'humour parce que j'ai besoin de rire de l'absurde du truc aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire d'un gosse à qui on a mis toutes les problématiques d'adultes dès le départ, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu peur de la mort, des problèmes physiques au dos, des problèmes existentiels, des problèmes
mais vraiment, où j'avais pas tout de suite d'amis, donc j'essayais de comprendre. Et puis surtout, j'ai commencé une analyse assez tôt aussi. Donc j'ai commencé à comprendre un peu comment fonctionnaient les gens grâce à l'analyse. Et donc ça faisait vraiment un mini-adulte dans un corps d'enfant qui avait pas grandi. Donc vraiment très spécial, quoi. Mais en vrai, ça m'a forgé aussi énormément de choses. Et c'est plus cet absurde-là que je raconte aujourd'hui de manière humoristique, parce qu'en vrai, c'est plutôt marrant, quoi. Enfin, mais moi, ouais, en tout cas, tu te sers de l'humour, enfin, c'est ton métier même. Ouais, carrément. Donc t'as fait une force en fait de tout ce que tu racontes. Mais c'est quoi le message du coup quand tu veux faire rire des salles entières sur ta maladie? Parce que tu commences sur ça, t'arrives sur Enola Gay, tu danses à fond et tout, tu fais même des pompes. Et tu t'arrêtes un petit peu essoufflé. C'est vrai que j'étais étonnée presque que t'aies pas donné Enola Gay. Oui, mais parce que Enola Gay, on l'entend partout tout le temps. Et que c'est une radio hip-hop. Ouais, non, et c'est une radio hip-hop. Ça, déjà, je voulais avoir une street cred imposée dès l'arrivée. Je voulais, tu vois, imposer, quoi, qu'on se dise, ok. Non, mais en vrai, je voulais pas choisir une chanson du spectacle, je voulais choisir une chanson qui pourrait éventuellement me définir vis-à-vis du spectacle aussi. C'est-à-dire que je le ramène toujours. Mais je trouvais important de montrer aussi ce que c'était que cette période-là et la genèse en fait, du spectacle aussi. C'est que le spectacle, ça pourrait carrément être l'histoire d'un petit garçon qui raconte sa vie, mais qui bosse dans le bureau du médecin, dans le bureau de la mère, dans le bureau de... Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai besoin de détendre les gens. Comme moi, je me suis... En fait, c'est un peu comme si... je raconte comme si le texte était on va dire scénaristiquement ou du moins linéairement, je sais pas si ça se dit, mais de la même façon et similaire à la manière dont je l'ai vécu. C'est-à-dire que je commence le spectacle en balançant une petite bombe, genre en leur disant j'ai eu un cancer, donc énorme froid dans la salle, puis je me moque d'eux qui réagissent à ce truc-là, puis finalement j'en rigole, et en fait au fur et à mesure je commence à leur apprendre qui je suis, ils apprennent à me connaître, on devient amis, et je leur raconte cette histoire-là avec un nombre de péripéties. Je sais pas si je le vends bien, mais en tout cas, c'est cette idée-là qui suit au fur et à mesure. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est ce que je dis souvent, ça n'a jamais été triste. Ça a toujours été dur, mais ça n'a jamais été triste. Et donc, en fait, comment réussir à détendre les gens sur un sujet ultra trash et très tabou aussi, parce que le cancer chez l'enfant, va faire des blagues dessus en plus de ça. Heureusement, j'allais dire heureusement que je l'ai eu pas tant, plus ou moins, mais en tout cas, je sais d'où je parle en tout cas. Ouais, bien sûr. Et ça me fait du bien en fait. Et je sens que ça fait du bien aux gens aussi. C'est-à-dire que les gens qui sont tombés malades, qui viennent voir le spectacle, ils me remercient à des moments. Et donc, moi, ça m'émeut de ouf. C'est-à-dire que je me dis, mais c'est trop bien. C'est-à-dire qu'en fait, on fait pas ça pour rien. Ça touche des gens. Ils me remercient de mettre des mots sur ce que eux. Enfin voilà quoi. C'était très beau. Mais là, tu parles en plus des réactions que ça suscite dans le public. Toi, quand tu te présentes à des gens, première fois, tu parles à des gens. Dans la vie ? Des potes de potes ou quoi. Est-ce que tu parles de cette maladie que tu as eue directement ? Non. Et quand les gens... Si ça vient sur le tapis, ouais. Voilà, quand les gens viennent à l'apprendre, t'aimes quel type de réaction ? C'est spécial. Je pense que ça dépend de l'état dans lequel tu es sur le moment. Pendant longtemps dans ma vie, ça a été dur parce que critiquer ou cracher à la gueule ou parfois gentil mais presque trop larmoyant et tout. Aujourd'hui, c'est tellement ma force. Et puis surtout, c'est dit dans tous les médias de France. C'est pas du tout pour me jeter plein de fois, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vais pas pouvoir me cacher longtemps, quoi. C'est-à-dire que vraiment, mais c'est important ce que tu dis Enfin, tu touches un truc important, c'est qu'il faut pas que ça devienne l'identité non plus. D'ailleurs, le spectacle, c'est pas un spectacle sur le cancer, c'est un spectacle sur un mec qui s'en sort après ce truc-là. Et d'ailleurs, on est deux à l'avoir écrit. Il y a mon co-auteur Timothée Fiorini qui a aussi mis de sa personne dans cette histoire-là, qui moi m'a permis d'avoir du recul sur la situation, qui m'a permis aussi de réussir à ce que ça soit pas trop proche de moi aussi. Parce que je me souviens, il y a des moments, genre dans les premières fois où je jouais le spectacle, où j'ai chialé parce que le sujet était trop intense, quoi. Trop fort, trop proche de moi. Et donc, comment réussir à se détacher de ce truc-là ? On y met beaucoup de fiction. Moi, j'y mets beaucoup de fiction. Et surtout, ça fait pas mon identité ou mon sujet, quoi. Donc, c'est vrai que quand je me rends compte... déjà, plus tu rentres dans l'âge adulte, j'ai l'impression, moins tes attributs physiques... Ouais. En tout cas, ça dépend des gens avec qui il y a des cons partout, mais j'ai l'impression qu'en tout cas... les adultes, ça va être adulte, bien sûr. Quand tu rentres dans l'école supérieure et tout, moi j'ai toujours dit que les cons des écoles supérieures c'était des cons intelligents, c'est-à-dire que c'est des bons cons. C'est pas des cons non mais c'est bizarre dit comme ça, mais c'est pas des cons qui te font t'es moche, ou t'es comme ça, ou t'es comme ci. C'est des cons qui font au moins semblant de pas être cons. Ouais, voilà, il y a un truc un peu spécial de. Non mais c'est vrai. Non mais en vrai, c'est un peu spécial. Non mais il y a un truc en tout cas de. C'est de moins en moins un sujet, et moi ça me fait plaisir. Et c'est marrant parce qu'au moment où c'est de moins en moins un sujet,
Oui. Bah, en fait, Tu c'est prends le une principal vague de sujet de. notoriété là-dessus. Mais du coup, est-ce que ça peut te. Enfin, là c'est vraiment. Ouais, j'imagine qu'il n'y a pas de réaction parfaite, de toute façon. Ouais. Si t'as une personne qui te fond en larmes dans les bras en mode « Oh mon Dieu, c'est terrible ce que tu vis ça doit être difficile à gérer. » Et si t'as des personnes qui sont dans une ultra désinvolture en mode « Ah ok, tu veux une clope ?» Enfin, tu vois, comment tu réagis? Mais en fait, c'est marrant, j'ai fait de la prépa là, pour un tournage que je fais en ce moment sur une série sur la cuisine qui sort l'année prochaine. J'ai fait des cours de cuisine avec un cuisinier professionnel. Et il est très sérieux et tout, il est très marrant, mais il commence le truc en me disant bon, ok, alors je t'explique, la pâte feuilletée ça se passe comme ça, le truc ça se passe comme ça, tu vas monter le truc ensuite. Pour faire le croissant, il faut que tu roules ensuite et que tu mettes dans le four à 530. Ton visage, c'est quoi? Il me dit comme ça. Mais cache, c'est-à-dire que dans la même phrase, il me fait. Ça fait très film. La pâte feuilletée, c'est le truc, c'est le machin, c'est ok, donc tu montes dans le truc, tu t'es fait quoi au visage? C'est un accident? Il me dit comme ça. J'ai adoré. Il s'appelle Christophe, c'est une merveille d'ailleurs, s'il nous écoute, mais vraiment, on l'embrasse, évidemment. Big up à Christophe. Christophe Hatton, qui a un super restaurant d'ailleurs dans le 8e, restaurant de quiche, si ça vous intéresse. Mais je donnerai l'adresse à la fin de l'émission. Non, mais en tout cas, c'était très drôle parce qu'il m'a. J'ai fait un peu un. Wow, le mec est cash. Et en même temps, ce que dit Roman Francine, je trouve très logiquement à une échelle bien moindre et bien différente, parce que ce n'est pas un handicap, mais sur l'homosexualité, il dit par rapport à l'homophobie, il dit, moi si ma fille elle me dit je suis lesbienne, je fais ok, passe-moi le sel, on passe à autre chose, tu vois. Ouais, bien sûr. Ok, passe-moi le sel. Il y a un peu un truc où moi ça peut me rassurer aussi que ça soit pas un sujet trop grave. C'est là, on en parle parce que c'est présent, mais enfin je sais pas si l'analogie était hyper pas trop maladroite ou quoi, mais est-ce que c'est ouais, il y a un vous dites. mais en tout cas il y a un truc où quand c'est après je sens les gens qui. Vous voulez une deuxième anecdote vas-y. C'est ça. L'émission s'appelle Tunnel, hein. Donc t'es là pour nous mettre des tunnels et tu vois. Alors tu sais que tu crois pas ce que tu viens de dire, parce que je me suis demandé pourquoi vous appelez une émission Tunnel. Est-ce que je me suis demandé, en plus de ça, moi j'ai un cousin avec qui je suis très proche et sa copine qui est ma meilleure amie, et on rigole beaucoup de ce terme-là et du fait de mettre des tunnels. C'est exactement sur ça. Qui te parle de son projet de vie depuis 15 ans, parce qu'en fait il voudrait construire des autoroutes sur l'A3 qui soient en même temps des autoroutes pour les scooters et pour les voitures, et il passe 2 heures à te raconter ce truc-là. Toi tu l'aimes bien le mec, tu sais, t'es pas là pour dénigrer ce mec-là, mais ça dure 2 heures. Et donc je me suis demandé si c'était un jeu de mots avec ce truc-là. Oui, donc c'est vraiment par rapport à ça. Le but, c'est qu'on se mette des tunnels. Et bah let's go. Non mais par exemple, autre cas de figure, je suis en soirée avec des potes, on est dans la rue, on discute et tout, on se pose, moi je bois pas d'alcool mais ça boit des bières, c'est sympa et tout. Et il y a un mec qui vient me voir, probablement SDF, pas ce qu'il en disait parce qu'il disait que l'immeuble de derrière lui appartenait entièrement. Ses vêtements ne disaient pas la même chose, mais en tout cas il était très bourré et il nous disait beaucoup de dingueries comme ça. Il nous disait qu'il était en divorce, et il me regarde comme ça et il me fait ouais, truc que ça. Il se met à faire le relou de ouf. Tout le monde fait ouais, c'est chaud et tout, et je dis est-ce que je lui donne la réponse, tu vois, parce que justement est-ce que c'est pas facile non plus à avouer, et tout le monde me fait bah ouais, vas-y, dis-lui et tout, et je le regarde, je fais bah tu sais que j'ai eu un cancer à 1 an, et il éclate de rire et il me fait fais un effort, et il me dit ah putain. Et en fait on a éclaté de rire, donc le mec est un gros con visiblement et indéniablement, mais moi ça m'a fait beaucoup rire, et en fait je me suis un peu construit avec cet humour là, mais donc tu vois, comme il y en a qui considèrent que c'est un sujet parmi tant d'autres et qu'on peut en parler mais que c'est pas un jugement, et d'autres qui vont droit dans le jugement. Et ouais, au collège il y a eu beaucoup de jugements. Genre, ouais, t'es bien déguisé pour Mardi Gras. T'es bien... Je parle surtout du physique parce que c'est quand même comme ça. Ouais, bien sûr. Et moi, je trouve que je m'en suis quand même plutôt bien sorti par rapport à plein de gens. Et même là-dedans, quoi. Je suis non seulement complètement guéri, mais en plus, vraiment. Enfin, j'ai l'impression que ça va. Et en tout cas, je me suis vachement accepté comme ça aujourd'hui. Mais en tout cas, au collège, ouais, c'était très violent. Lycée, un peu. Et puis, plus je grandis, moins ça l'est. Et aujourd'hui, j'en ai carrément fait une force. Donc, ça écrème autour de toi. C'est un petit bonheur, ouais. Mais c'est carrément ma force. En fait, aujourd'hui, c'est pareil, je parle souvent de la beauté dans le spectacle. Je fais tout un passage sur la beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté? Pourquoi on dit qu'on est beau, qu'on n'est pas beau? Je dis aux gens qui sont beaux. Il y a un truc où je dis, moi, on m'a jamais dit que j'étais beau. Mais, parce que mais sans que ce soit une plainte. C'est-à-dire que c'est un truc que la mère dit parce qu'elle le pense et parce que c'est ta mère. Mais qu'est-ce que c'est qu'être beau, quoi? Pourquoi on est... Et je crois qu'avec le spectacle, je me trouve un peu moins moche qu'avant, en tout cas. J'ai un truc où il y a une résilience et une réconciliation avec des démons qui pour moi, en tout cas, sont très importantes. Et vraiment, ça me sauve, quoi. La scène
Et l'humour, c'est un petit bonheur. C'est un bonheur de mettre des tunnels et que les gens s'intéressent. Parce que tu dis, j'ai hâte d'entendre vos tunnels. Bon, on va poursuivre justement sur les autres tunnels. Mais tout de suite, d'abord sur Move, ça va être Egypt in the Morning. Et bienvenue dans Tunnel si vous nous rejoignez. Merci de nous écouter si vous êtes là depuis le début. Je vous rappelle que comme d'habitude, vous pouvez réécouter cette émission en intégralité sur toutes vos plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube et sur le site Radio France. Le son qu'on vient d'écouter, donc Egypt in the Morning, c'était un son choisi par une de mes invitées, Lisa Dayan, autrice, scénographe, militante. Comment est-ce que tu te présentes toi quand tu rencontres des gens ? Est-ce que tu parles du sujet qui nous rassemble ce soir ? Pas du tout. Pas du tout. Récemment, un peu plus parce que le livre est sorti. Forcément. Non, je me présente, j'ai une manière de dire, j'ai 2 métiers. Donc, j'ai la scénographie et à côté, j'ai cofondé une asso qui s'appelle Safe Place. Et donc, je dis toujours que je partage mon temps un peu entre entre ces 2 jobs. Et pendant l'écriture du livre, je ne le disais pas que j'écrivais un livre. Il a vraiment fallu qu'il sorte pour que je dise « Ah, et aussi... » Au fait. Ah, et il s'est passé aussi un truc il y a 1 mois et demi. J'ai sorti un livre. Et donc là, forcément, les gens te demandent quoi. Et donc, tu rentres dans le sujet et voilà, t'enchaînes, quoi. Mais oui, je me présente... Non, je parle pas forcément des douleurs, je parle pas du livre, je parle pas de ma vie privée, du coup, malgré qu'elle soit dans un bouquin entier. Et ton livre, Couper la douleur, il parle de douleurs gynécologiques, ouais. Notamment de 2, donc la vulvodynie et le vaginisme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ces 2 troubles ? Donc ouais, je parle de douleurs pelviennes. Moi, j'ai été atteinte de vulvodynie et de vaginisme. Après, le livre, j'essaye aussi de vraiment ouvrir le sujet sur les douleurs pelviennes de manière générale. Avec toutes sortes de définitions d'ailleurs à la fin. Ouais, et puis en plus de ça, tu peux, quand tu as de l'endométriose, tu as des douleurs pelviennes. Enfin, il y a plein de pathologies et de maladies qui font que tu peux avoir des douleurs pelviennes. Vulvodynie, c'est des douleurs, donc principalement dans la partie externe du vagin, les lèvres, le vestibule, le clitoris, etc. Le vaginisme, c'est plutôt une contraction des muscles du vagin, du périnée, qui rend la pénétration impossible ou douloureuse. Et dans les 2 cas, quoi qu'il arrive, la pénétration est douloureuse. Et la vulvodynie, du coup, ça va être une douleur qui est très vive, mais qui va intervenir au moment des rapports ou tout le temps ? Alors, moi, ça a commencé par au moment des rapports. C'était vraiment ça, on va dire, pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'ai eu ça pendant 10 ans. Donc, pendant 1 an et demi, 2 ans, c'était vraiment que au moment des rapports. Avec pénétration, mais aussi le toucher, les doigts. Enfin, en vrai, n'importe quoi qui touche l'entrée de ton vagin, c'était extrêmement douloureux. Et en fait, il y a un moment qui marque un peu le changement de ma vie et des douleurs. C'est une opération. Donc, j'ai subi une opération. On m'a enlevé une partie du vestibule. Et là, à partir de ce moment-là, les douleurs ont commencé à être vraiment journalières. Donc là, c'est du soir au matin. Peu importe, tu vois, comment t'es habillée, comment tu t'assois, tu peux pas croiser les jambes. J'étais toujours obligée d'être un peu allongée, appuyée en arrière pour pas que les surfaces sur lesquelles je sois assise touchent. Donc voilà, après, c'est très différent. On a toutes et tous des parcours très singuliers. Et donc, on n'a pas tous la même chose. Mais oui, ça peut être que pendant les rapports ou... n'importe quel moment. Et ces interventions, d'ailleurs, médicales, il y en a eu plusieurs que tu racontes à travers le livre. Elles étaient là aussi, et ça rejoint d'ailleurs certaines choses dont on va pouvoir parler après, Anaïs. Il y avait l'idée, avant tout, au-delà de tes douleurs, de faire en sorte que tu demeures et que tu sois une femme fonctionnelle. Et donc, une femme fonctionnelle, elle doit pouvoir recevoir un pénis et pouvoir faire l'amour. On voit que tu as utilisé le récit vraiment intime pour pouvoir universaliser ce que tu racontes. Voilà, au fil des lignes, au fil des photos aussi qui émaillent ce livre, on a vraiment la sensation que tu voulais te comprendre, toi. Mais est-ce que la société, elle arrive à comprendre toutes ces douleurs et ce problème des femmes qui ne peuvent pas, en fait, avoir une sexualité ? Pas du tout. Moi, je sais que quand on m'a diagnostiquée, alors j'ai eu la chance entre grosses guillemets parce que j'ai été diagnostiquée, mais ça a juste posé un mot, ça n'a pas forcément permis d'ouvrir le dialogue, ne serait-ce qu'avec mon entourage, les médecins. Enfin, j'avais un diagnostic, c'était à peu près tout. Mais c'est très peu. Alors moi, c'était il y a 2010, donc 14 ans. Ça avance, ça évolue, la médecine des femmes évolue. Mais non, on n'en parle pas.
Il y a très peu de choses qui sont faites autour de ça. À l'inverse de vos parcours, les douleurs dont j'ai souffert, c'est pas vital. On peut vivre avec ça toute une vie. Et donc, c'est un peu ce que j'ai découvert aussi au fur et à mesure pendant les premières années. C'était qu'en fait, il y avait des femmes autour de moi qui avaient ça depuis 10, 20, 30 ans. Et donc, moi, j'ai eu un énorme rejet un peu de... Non, alors, non, merci. Je ne vous ressemble pas et je ne veux pas vous ressembler. Moi, c'est pas ça. Donc, il y avait vraiment cette espèce de mise à distance un peu de... vos douleurs, elles sont comme ça. Moi, les miennes, c'est pas la même chose. Et on m'avait un peu aussi donné cette carte-là au début. C'était que, sous prétexte, et ça c'était un peu au tout début de mon diagnostic, on m'a demandé si je m'étais fait agresser sexuellement ou violer. J'avais répondu non. Et du coup, c'était pas psychologique, c'était forcément physique. Donc moi, j'ai vraiment traité cette douleur comme une douleur physique. Dans le livre, je dis une entorse ou voilà, quelque chose vraiment au corps. Et donc, j'ai jamais traité l'aspect psychologique des douleurs. Et ça m'a rattrapée. C'est aussi ça qui fait que derrière, les douleurs prennent une place énorme dans ta vie. C'est que, et dans la mienne en tout cas, c'est que du coup, j'ai vraiment traité juste l'aspect physique. Et c'était vraiment... Tous mes médecins se sont focus sur cette partie-là. Donc, d'où les opérations. J'en ai eu 2. Une là, au bout d'1 an, une au bout de 2 ans, qui n'ont absolument servi à rien et qui ont en vrai empiré les choses. Mais il y avait vraiment cet aspect-là de comment on va faire pour que la douleur diminue, pour que tu puisses être pénétré. Et il n'y avait jamais, à aucun moment, la compréhension de « Ok, ces douleurs, elles sont arrivées à un moment donné. Pourquoi ? Comment tu vis ta sexualité ? Comment tu vis ton intimité ? On m'a jamais parlé de plaisir. Moi, j'ai dit que j'avais jamais été agressée ni violée. Puis maintenant que je travaille dans une asso féministe, tu reviens un peu sur ton historique et t'es là. En fait, peut-être que ce type de relations amoureuses, peut-être que en fait tout ça a participé et que oui, il y a du traumatisme, mais en fait c'est aussi l'aspect que je traite aussi dans le livre. Il y a les douleurs et les pathologies, mais il y a aussi toutes les injonctions qu'on a face à nos corps en tant que femme cis, comment on avance dans la vie. Donc il y a un aspect aussi vraiment de... Enfin, moi j'avais beaucoup ce truc-là, mon corps c'est une machine, c'est moi qui décide à quoi elle sert. Et donc, je plierai mon corps jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Mais c'est assez intéressant en plus que de voir que là, la société, le corps médical ne comprend pas ces troubles. La question qu'on peut vraiment se poser, c'est que est-ce qu'elle ne sait pas le comprendre ou est-ce qu'elle ne veut pas aussi le comprendre et préfère dire aussi aux femmes, bon écoute, là t'as mal, mais de toute façon ça va pas changer les choses. Que tu aies mal ou pas, il va falloir que tu t'y plies. Et justement, toi, c'est ce que tu as essayé de faire au début en te faisant une espèce de méthode couée. Genre, si j'y pense pas. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu as choisi de faire témoigner d'autres femmes dans ton livre. Donc, il y a des professionnels, vraiment des médecins, etc. Et il y a aussi des personnes expertes en sexologie et célèbres pour ça. Donc, je pense à June Pia ou à Camille Moncarnel, qui viennent raconter en fait que malgré leur discours très grand public vis-à-vis du sexe, qui est plutôt un discours, disons, sexe positif, à dire voilà, faites l'amour, c'est super chouette, il y a plein de façons de faire, etc. Et donc une volonté en plus d'ouvrir la parole là-dessus qui est hyper joyeuse. Et ben en fait, elles aussi ont un parcours douloureux vis-à-vis de la sexualité. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant de voir ça. J'imagine qu'il y a et ça doit rassembler tout le monde autour de la table, il y a toujours une envie de conformité, d'avoir un corps conforme, d'avoir une vie conforme. Quand on choisit de se livrer, donc à travers en plus l'objet livre, sur un sujet aussi intime, est-ce qu'on craint les réactions de l'extérieur ? Alors, au début, la crainte, elle était sur l'écriture pure. Ouais. De me dire, en fait, c'est pas mon métier. Ton histoire, pareil, encore une fois, ce truc de c'est pas vital, tu pouvais pas... Enfin voilà, tu pouvais pas en mourir parce que c'est les mots, c'est exactement ce que je pensais. Pourquoi tu vas l'écrire ta vie ? Tout le monde s'en contrecarre que pendant 10 ans, t'as eu mal pendant les rapports. Donc le premier step, c'était ça. C'était vraiment le truc de l'écriture. Puis après, je me suis pris au jeu. De temps en temps, j'avais des petites crises d'angoisse qui m'empêchaient de dormir, de arrête tout, t'es en train de délirer complet, d'écrire 200 pages sur moi, ma vie, mon œuvre et ma sexualité. Et puis, il est sorti. Et là, ça a été un peu un petit retour de bâton où, en fait, au début, j'étais hyper contente parce que je me suis dit, trop bien, je vais enfin pouvoir en parler. Et en fait, d'en parler, la honte, la gêne est revenue.
et la culpabilité, c'est-à-dire que d'un coup j'en parlais et j'étais là, en fait les gens vont me voir comme ça, les gens vont penser que je suis faible, parce que pour moi la douleur et pas être capable de me soigner, c'était une forme de faiblesse. Et donc du coup je me suis dit, en fait là d'un coup je montre mes faiblesses à tout le monde et c'est ce que tout le monde va voir, que je suis pas capable de gérer mon corps et mes humeurs. Et ça les premières semaines, ça a été assez douloureux jusqu'au retour des lecteurs, des lectrices, en fait. Je crois que c'est ça qui te donne un peu la force. C'est ce qu'elles me disent que j'aurais aimé entendre. En fait, elles sont rassurées de savoir que tu peux guérir. Ouais. Et de voir mon parcours avec une fin qui est plutôt joyeuse. Et de commencer à comprendre qu'en fait, elles sont... maîtres de leur guérison. Je pense qu'on a aussi face aux médecins un peu ce truc où on leur met un peu tout dans les mains et on s'enlève, et eux nous enlèvent aussi notre capacité le rôle qu'on joue dans la guérison. Et avec ce livre, je pense que beaucoup d'électrices se sont rendues compte qu'en fait, elles avaient un rôle à jouer et ça renforce, ça donne ça en pouvoir, ça donne envie de se battre encore plus et de comprendre les douleurs, quoi. Ça vous parle autour de la table aussi, le fait que dès que l'on vient donner une œuvre qui raconte finalement toutes ces douleurs au public, cette espèce de saut dans le vide, cette appréhension et finalement la satisfaction aussi de pouvoir aider autrui? Moi, ouais, de fou. Par rapport aux douleurs physiques, oui, bien sûr. Même moi, quand je le jouais au début, c'était très dur. Alors, c'est évidemment pas le même parcours, mais c'est vrai qu'il y avait un truc de quand tu rappelles ce que ça fait. Moi, maintenant, j'en fais des analogies carrément où je compare les hormones régulières aux piqûres des Rolling Stones. Et je fais une analogie où je dis j'en prenais tellement que. Et en fait, il y a un truc où maintenant, je prends des comparaisons, donc forcément, ça fait que je me dédouane un peu de ce truc-là, mais je raconte quand même techniquement ce que ça faisait. Et c'est Vincent Dudienne qui dit que monter sur scène, c'est comme sauter du rocher. C'est comme quand t'es à la plage et t'as peur d'un rocher de 15-20 mètres et tu te dis, bon, je saute, tu fermes les yeux, t'y vas. Moi, c'est un peu comme ça. Enfin, je sais pas pour toi, mais... Moi, je le dis dans le livre pour autre chose. Je dis que justement... quand tu rentres dans ta sexualité très jeune, c'est un peu comme sauter un peu dans le vide sans trop savoir pourquoi tu y vas et comment tu y vas, mais tu fermes les yeux et tu sautes, quoi. Non, mais donc c'est mais t'as pas eu peur justement que ça vienne te raviver une forme de douleur, peut-être même juste psychologique relative à ça? Ah, ça l'a fait. En fait, pendant très longtemps, et c'est pour ça que maintenant c'est un truc qui me fait plaisir, mais dans le livre, je décris vraiment les douleurs avec beaucoup de détails, mon parcours et tout ce que j'ai ressenti avec beaucoup de détails, parce qu'en fait, j'en ai jamais parlé pendant 10 ans, jusqu'à l'écriture du livre. Donc j'avais énormément de choses à dire et en plus de ça je m'en souviens, les douleurs quand j'y pense je les sentais, donc du coup j'étais capable de les décrire. En les écrivant, elles ont un peu disparu et parfois quand je me relis je suis là, c'est bizarre, genre j'ai pas et en fait c'est un vrai travail lié aux expériences traumatiques. C'est vraiment d'aller jusqu'au bout de cette expérience-là pour justement dissocier la mémoire du corps avec la douleur avec de la mémoire, quoi. Et donc pendant l'écriture du livre, oui, j'ai ressenti des douleurs. J'ai eu mal alors que j'avais plus mal depuis 5 ans. Anaïs, c'est quelque chose ça, dans le processus d'écriture de ton livre aussi, où tu as pu ressentir à nouveau des parties de ton corps, peut-être te tirer, etc. Enfin, un rappel de la douleur, ou peut-être des blessures en faisant du sport. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui te parle. Non, pas spécialement. Pour le coup, j'étais tout de suite dans le partage et j'avais commencé à parler de mon histoire un peu sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Et du coup, j'ai pas eu d'appréhension du tout dans l'écriture. Par contre, j'en ai eu la sortie. En me disant, ok, maintenant c'est parti en fait. Maintenant j'ai un peu hâte d'avoir les retours des gens et en fait j'attends qu'une chose, c'est un peu comme une enfant et dès que je reçois un message, je suis là, alors qu'est-ce que t'en penses? J'ai vraiment hâte de savoir ce que les gens pensent. Ouais. Thérèse, ça te l'a déjà fait avec des projets? Ouais, en fait, moi j'en ai parlé avant d'écrire une chanson dessus. Enfin, j'avais écrit la chanson avant, mais elle est sortie plus tard. Et je me souviens, un soir, m'être dit... il faut que j'en parle parce que je commençais à entendre surtout des rumeurs de gens qui, comme je suis une femme qui a la trentaine et que j'avais un bidon qui commençait à pousser, les gens commençaient à se dire elle est enceinte de qui, etc. Et en fait, j'étais pas du tout enceinte. Et je me suis dit, je vais faire taire les rumeurs et
c'est important pour moi de raconter ma propre histoire. J'aurais au moins ça. Pour moi, je ne sais pas si je vais survivre ou pas, mais en tout cas, les gens sauront avec mes propres mots. C'est marrant parce qu'on m'a posé la question, quelle chanson te donne de la force ? Et en fait, je me suis rendu compte avec les années que ce qui me donnait de la force, c'est ce qui m'apaisait. Et en fait, la voix de Lana Del Rey, je pense que c'est un des trucs qui m'apaise le plus au monde. Et elle m'a beaucoup accompagnée dans ma vie, et notamment, j'ai fait un burn-out il y a quelques années, justement parce que j'avais appris que j'avais cette maladie. Et je me souviens avoir du mal à me lever, à prendre le métro pour aller au boulot et tout, c'était vraiment dur. Et en fait, je descendais à chaque station de métro pour pleurer, parce que j'étais pas bien. Et en fait, le seul truc qui me calmait, et qui calmait mes crises d'angoisse notamment, c'était sa voix. Qu'est-ce que c'est que cette maladie, justement, que tu évoques, la polykystose hépatorénale ? Ouais, à tes souhaits. En général, quand je dis le mot, les gens sont là, genre pardon. J'ai quand même dû regarder ma fiche un peu. Poly, j'ai la même chose. En fait, poly, comme plusieurs. Kystose, en fait, j'ai plein de kystes. J'en avais plein dans le foie et j'en ai dans les reins. Et c'est une maladie héréditaire que j'ai héritée de ma maman. Et voilà, qui se transmet de génération en génération. Et en fait, tu as 50% de chance de le transmettre à tes gamins. Et on savait que mon frère l'avait depuis que je suis petite. Et donc, gros déni familial. Si t'as dit les 50%, c'est un enfant sur deux, c'est sûr. Voilà, c'est bon, Thérèse, elle a rien. Et donc, moi, j'ai découvert ça par hasard. Et donc, c'était un examen gynéco, donc rien à voir. Et voilà, ils ont découvert que j'avais une infinité de kystes dans le foie et pas mal de kystes dans les reins. Et donc, voilà, j'ai appris ça comme ça. Et c'est des kystes, en fait, qui sont bénins, qui poussent dans nos organes jusqu'au moment où les organes ne fonctionnent plus. D'accord. Et c'est la vitesse de grosseur de ces kystes, elle varie selon les malades, quoi. Et donc c'est allé jusqu'à ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux, notamment, tu avais fini par réagir à ça, que tu étais enceinte. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là ? Écoute, vu que je suis toujours pressée, je fais jamais rien comme, comme tout le monde, moi ça s'est déclaré assez rapidement. Ouais. Ma mère, elle s'est fait double greffer en 2017, donc elle avait quasi 60 ans, je crois. Et moi, en fait, en début de trentaine, on commence à me dire que ça grossit pas mal quand même. Et en 2022, mon foie, il pesait 7 kilos. Et un foie adulte, c'est 1,5 kg en moyenne. Du coup, voilà, pour rappel, un bébé, c'est 3 kilos, tout ça. Et donc, effectivement, j'avais un ventre qui était très visible. Et donc, les gens pensaient que j'étais enceinte. Et tu n'avais pas forcément parlé de ça publiquement, ou tu l'avais déjà fait avant ? Je l'ai évoqué je l'ai évoqué sur les réseaux sociaux. Enfin, je l'ai pas évoqué, j'ai balancé un pavé avec une photo où évidemment je suis à poil et je montre mon ventre, comme ça au moins c'est clair. On dirait une photo de Patrick de Marchelier. Et c'est j'avais envie de le faire à ma façon. En fait, ça faisait des années et des années que je cheminais, une dizaine d'années à peu près. Et là, en fait, je venais juste de me mettre sur liste d'attente définitive, en gros, pour une attente de greffe. Et je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il va advenir 2 mois plus tard. Donc voilà, je vais raconter ma propre histoire. Et comme j'aime bien raconter les histoires de façon assez, j'allais dire, poétique, à la fois cash et en même temps esthétique, on a fait ce shooting. Voilà, et où effectivement c'est mise en scène. Il y a une première photo où on voit mon ventre et une deuxième photo où je suis un petit peu plus cachée, et effectivement on voit rien en fait, parce que ma maladie était relativement invisible. Si j'en avais envie, il suffisait de s'habiller en streetwear comme je le fais très souvent pour que personne ne le voie, et personne, il y a plein de gens qui l'avaient pas remarqué avant que ça grossisse beaucoup. Et outre cette décision du coup de coming out finalement de cette maladie, comment est-ce que toi tu te présentes quand tu rencontres des gens, et comment est-ce que tu te présentais? Est-ce que ça a évolué aussi? En fait, je parle pas tellement de ma maladie quand ça vient sur le tapis, comme tu l'évoquais avant. J'en parle. J'ai aucune honte à en parler. Puis je suis pas hyper pudique non plus comme personne, donc voilà. Mais non, c'est pas du tout ce par quoi je commence. En général, je parle de ce que je fais dans la vie, parce que j'aime ce que je fais, donc j'aime bien. Et tu fais pas mal de trucs d'ailleurs, il me semble. En général, quand j'essaie de trouver des raccourcis, je tiens à énumérer un petit peu pour
justement essayer de changer ces mentalités qui voudraient qu'on doit rentrer dans une seule case, etc. Mais voilà, moi je me dis juste que je suis une espèce de yes girl. J'aime essayer des choses, tout ce qui me fait plaisir, je le fais. Aujourd'hui, j'ai jeté mon dévolu sur la musique, la mode et le militantisme, mais je pourrais devenir de boulangère demain, quoi. Et oui, parce que du coup, on le disait en introduction, tu es styliste, tu es directrice artistique, tu es également artiste, donc chanteuse en l'occurrence, et militante, engagée dans de nombreux combats. Donc il y a le racisme, le combat antiraciste, le combat contre le sexisme, le combat aussi pour les droits des personnes migrantes. Quel rapport à la productivité ça te donne, le fait d'avoir des obligations corporelles? Je ne sais pas exactement comment le formuler. Ouais. J'imagine que tu prends des médicaments suite à du coup, la greffe. Peut-être qu'on pourra après revenir sur la greffe, mais quel est ton rapport en tout cas à la productivité et à l'activité? Alors, j'ai toujours été très, très, très active. J'ai pas été diagnostiquée hyperactive, donc je sais pas si je vais utiliser ce mot, mais en tout cas, j'ai toujours eu besoin de faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je cumule les différents métiers. Mais je suis arrivée à un point où justement, j'avais fait un premier burn-out. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris à écouter mon corps. Et l'opération m'a forcée, en fait, à me recentrer encore plus. Enfin, il y a un moment donné, on oublie parfois, quand on a, je sais pas, une enfance un peu plus classique, que notre corps, il est précieux. Et moi, j'ai tellement grandi avec des gens un peu malades autour de moi, vu que c'est une maladie héréditaire, que forcément, au bout d'un moment, plus j'avance dans le temps, et je me rends compte que même si je démultiplie mes activités, parce que je m'intéresse à plein de choses, j'apprends en même temps à prendre soin de mon corps. Et je me rends compte que plus j'arrive à prendre soin de mon corps et plus j'arrive à faire de choses. Donc c'est un peu paradoxal. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre un peu ce mécanisme, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et on parlait justement de ces médicaments que tu prends. Toi, donc, tu es ambassadrice pour le don d'organes aussi, entre autres engagements. Comment ça fonctionne très concrètement, une transplantation? Alors, vous avez combien de temps? Non, en vrai... L'émission s'appelle Tunnel. C'est vrai. En vrai, c'est d'abord les médecins, moi, qui m'ont conseillé. Les médecins ne nous obligent jamais à le faire, mais ils nous conseillent de le faire. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me décider parce que justement, je me disais que c'était trop tôt. J'avais tellement de rêves à réaliser encore que je me disais, oh là là, imagine, l'opération se passe mal, ça veut dire que tu t'assois sur énormément de choses. Et donc, ils m'ont laissé le temps de cheminer. Au bout d'un moment, je me suis inscrite sur liste d'attente. C'est d'abord une première fiche que tu remplis, etc., pour t'inscrire sur un registre. Une fois que tu es sur ce registre, tu dois passer une batterie de tests qui s'appelle le bilan pré-greffe. Et une fois que ça, c'est fait, tu peux te mettre sur liste d'attente définitive. Mais en fait, c'est un système de points qui est un petit peu obscur pour moi, encore, où en fait, il y a des comités de médecins qui se réunissent pour donner des priorités. Donc, ça va dépendre de plein de choses. Et voilà, et en fait, à un moment donné, une fois que tu te mets sur liste d'attente DEF, on peut t'appeler à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Donc voilà, tu peux être en plein concert et le téléphone sonne, donc tu es toujours sur sonnerie. Tu te démerdes pour qu'il y ait quelqu'un qui ait ton téléphone. Et en fait, tu dois être à l'hôpital dans les 3 heures. Donc tu sais que tu as... Alors, c'est pas une épée de Damoclès, parce que du coup, c'est pas une menace, mais tu sais que tu as ça constamment qui peut arriver, quoi. Ouais. Et c'était dur, cette période. C'était hyper dur parce que, en fait, à chaque moment de ta vie, tu te dis que c'est peut-être maintenant que ça va arriver et tu sais pas ce qu'est l'après. Moi, je suis un peu contrôle fric sur les bords. C'était pas... T'apprends le lâcher prise. Bien sûr. T'es vraiment... je pense que c'est une épreuve qui m'a appris à me dire, yalla, YOLO, on verra bien. Et t'étais dans quelle situation, du coup, quand t'as appris que... Eh ben, figure-toi que c'était ma dernière date de tournée de 2022. Et dernier soir, 2h du mat. En fait, on a joué à Amiens. Et normalement, je dors dans les villes qui nous accueillent. Et là, petit pressentiment, je demande à mon ancien tourneur de savoir si on peut rentrer en voiture. Et je demande aux gens de mon équipe, est-ce que ça vous dérange de conduire? Parce qu'en plus, j'ai pas le permis. Et du coup, à 2h du mat, on prend la route et on arrive à Paris, quoi. Et à 3h, mon téléphone sonne. Waouh. Mais attends, mais du coup, si t'avais été trop loin, genre si t'avais été, je sais pas moi, à Marseille? Ça aurait été foutu. Mais du coup, quand tu te mets sur liste d'attente définitive, t'es un peu dans une espèce de
prison plus petite. Enfin, parce que en fait, tu sais que... Enfin, moi, je me suis dit, j'acceptais aucun concert à plus de X kilomètres de Paris. Il fallait que je puisse rentrer quoi qu'il. Ouais, c'est ça, c'était ma contrainte. Où je me disais, même si je dois payer un taxi 600 € pour rentrer, je le paye parce que... Et l'après-greffe, du coup, qu'est-ce qui se passe en termes de suivi médical? Eh ben, on a la chance d'être en France. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne mesurent pas ça. Moi, je pense que si j'avais été dans un autre pays, je ne serais peut-être plus là, parce que soit trop pauvre, soit le pays pas assez équipé. Et ce qui se passe, c'est que je me réveille en réa et je suis branchée de partout, mais absolument partout, intubée. Je ne sais plus pisser, je ne sais plus me lever, je ne sais plus respirer toute seule. Et je faisais la marchande de tapis et heure par heure, je négociais en fait qu'on m'enlève un tuyau. L'équipe médicale était géniale, vraiment géniale, et ils se sont super bien occupés de moi. Et en fait, au bout de 12 jours, alors que je devais sortir au bout d'un mois, au bout de 12 jours, ça allait mieux et ils m'ont relâché dans la nature. Bon, j'étais pas complètement dans la nature parce que heureusement j'avais mes proches. Je pense que je m'en serais jamais sortie sans l'aide de mes proches, à la fois physiquement, parce que franchement, j'arrivais même pas à me lever de mon lit pour aller aux toilettes, et psychologiquement aussi. Enfin, je pense que avec le recul, je me rends compte à quel point l'amour soigne. Bien sûr. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, l'amour, aider les autres, c'est quelque chose que tu fais énormément. Du coup, tu es engagée sur beaucoup de terrain, on le disait. Est-ce que c'est des moments aussi où ça t'a aidé à tenir dans tes propres batailles? Je peux pas dire contre ton corps, j'imagine que c'est avec ton corps, face à ce qui lui arrive et face à la douleur justement que ça vient créer. Mais dans quelle mesure est-ce que ça a pu t'aider? En fait, on se rend pas compte. Moi, je me souviens d'avoir très très bien préparé ce post Instagram pour bien expliquer les choses de façon extrêmement factuelle, parce que je voulais justement pas tomber dans le pathos, mais en même temps, bon, la maladie, c'est toujours un peu dur. Bien sûr. Et j'avais bien réfléchi à chaque mot, etc., mais j'avais complètement oublié de réfléchir à la réaction des gens. J'avais anticipé un petit peu des réactions négatives. J'en ai énormément parlé avec ma psy, mais j'avais pas du tout anticipé que des gens pouvaient se reconnaître dans ça, parce que déjà la polykystose, c'est hyper rare. Enfin, c'est pas si rare que ça, parce que c'est une des maladies génétiques les plus répandues, mais dans la société, c'est quand même rare. Et en fait, tu te rends compte aussi que les gens se projettent énormément de choses et se reconnaissent en toi, peu importe en fait, parce que tout le monde connaît des gens malades. Tout le monde connaît des gens malades. Tout le monde a été malade dans sa vie. Et du coup... et ça vient parler à tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai reçu énormément de témoignages, de messages, etc., qui m'ont fait un bien de fou et qui m'ont donné la force, justement, de continuer à le faire. Et il y a un double truc qui est un peu bizarre, c'est que à la fois, j'ai l'impression de, comme tu dis, beaucoup me battre sur tous les terrains parce que je suis un peu hyperactive et j'en ai besoin. Mais en même temps, moi, j'ai pris conscience là récemment que tout ce que j'essayais de faire, c'est simplement d'exister. Parce que je suis cette personne intersectionnelle je suis une femme, je suis racisée, j'ai plus de 30 ans, je suis malade aussi, etc. En fait, je veux juste tout ça. Moi, je me bats pas pour le plaisir de me battre, entre guillemets. Oui, tu veux juste être là sans forcément combattre pour ça tout le temps. Et Anaïs, je me tourne vers toi, la dernière invitée à se présenter. Anaïs, Bigaranx, donc Homegrown, c'était la musique que tu avais choisie. C'est ça. Pourquoi ? Parce que c'est une musique un peu chill, j'aime bien l'écouter, peu importe ce que je fais, ça peut être n'importe quel... Enfin, dans le matin au réveil, quand je vais courir, quand je suis avec mon père, quand je suis en famille, quand je suis en voiture. C'est un artiste que j'aime beaucoup et j'avoue que mon père le sait aussi, par exemple, et partout où on va, c'est un peu la playlist quotidienne. Et ça c'est solaire, moi j'aime bien, je trouve que ça me correspond bien. Comment est-ce que tu te présentes quand tu te présentes aux gens? Est-ce que justement tu parles directement de ce qui nous anime ce soir, à savoir la douleur et la maladie, tout ce qui peut toucher le corps, ou pas forcément? Non, pas du tout. Quand je me présente, en général, c'est plutôt je suis Anaïs, j'ai 33 ans, je suis aide-soignante et en parallèle, je suis athlète de haut niveau. C'est tout. Comment est-ce que tu as... Parce que je vais un peu refaire le parcours. Tu as été diagnostiquée d'un cancer en 2015, donc à 24 ans, et tu as été championne de France de marathon en 2016, donc un an après, et également en 2022. Comment est-ce que tu as réagi en apprenant que tu avais un cancer à 24 ans? C'était un peu particulier parce qu'en fait, en 2015, quand c'est diagnostiqué, ça faisait déjà 1 an que je voyais des médecins. Donc en fait, en 2014, j'ai vu ma gynécologue parce que j'ai vu que j'avais une boule dans la poitrine.
Donc j'ai senti que j'avais une petite boule. Je me dis bon, pas inquiétant, je suis jeune, j'ai pas d'antécédents, je fais plein de sport, j'ai une vie hyper safe. Donc je me dis bon, ben voilà, je vais juste voir ma gynéco et on verra ce que ça donne. Ma gynéco qui était hyper froide, donc c'était un peu le moment que je redoutais aussi, mais bon, fallait bien y passer. Quand je vais la voir, elle m'ausculte rapidement et puis elle me dit bon, c'est rien, t'as pas d'antécédents connus, c'est hormonal, ça va partir tout seul. Moi, je suis pas gynéco, donc je me dis bon bah ok, on continue, la vie continue, c'est parti. 6 mois après, en fait, moi je travaillais à l'hôpital Bichat, j'étais déjà aide-soignante. 6 mois après, je vois un deuxième médecin, donc une collègue, là où je travaille. Je lui dis, bah écoute, est-ce que tu peux regarder? J'ai une boule dans le sein, ça fait 6 mois qu'elle est là, mais elle part pas, j'ai pas mal, j'ai rien. Mais c'est toujours là. Donc j'aimerais bien, si jamais c'est un kyste, le faire retirer. Elle regarde, elle me prescrit un bilan sanguin, je fais le bilan, tout va bien, tout est parfait. Je me dis, bon, bah ok, hein, pareil, moi je suis pas médecin, si tout va bien, la vie continue. Mais tu sentais à ce moment-là qu'il y avait un truc en fait? Je sentais rien du tout. Je me sentais pas fatiguée. Ma vie, dans le sport, je faisais toujours des performances, je continuais à battre mes chronos. La vie continuait, ouais. Et encore à peu près 4-5 mois plus tard, donc je vois un troisième médecin, toujours à l'hôpital où je travaille, une autre. Je lui dis, bah écoute, ça commence à déformer mon sein. Donc ça grossissait en fait. Je lui dis ça commence à déformer mon sein et j'aimerais bien le faire retirer. Je pense que c'est un kyste parce que j'ai fait plein d'examens, tout le monde me dit que c'est rien. Mais voilà, j'aimerais le faire enlever. Et elle me dit bon, bah, puisque tu as l'air inquiète, je vais te prescrire une échographie mammaire et puis une ponction si besoin. Et c'est là que tout a commencé. Et tu as continué à ce moment-là le sport? Ouais, j'ai continué le sport. Alors en fait, quand du coup ça a été diagnostiqué, c'était un cancer du sein de stade 3/4 avec des métastases ganglionnaires. Donc ça avait déjà bien avancé. Et ça avait atteint du coup les ganglions lymphatiques. Des tissus autour. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, c'était très rapide. J'ai eu les résultats en août et 2 semaines après, je devais me faire opérer pour la chambre implantable pour les chimios. Et je commençais tout de suite la chimio. Mais même quand j'ai commencé les traitements de chimio, vu que je faisais déjà énormément de sport avant, c'était hyper important pour moi de continuer. Je pense que c'était un peu une forme de déni. Souvent, on me pose la question, mais c'était un peu une forme de déni parce que je voulais continuer à courir, parce que je voulais juste avoir la vie que j'avais avant. Et on t'a vu hier dans l'émission C'est ce soir, sur France 5. Tu dis qu'effectivement, tu as continué à courir pendant la chimio, malgré les ongles, les dents qui cassaient, les muscles qui fondaient. Pourquoi? Est-ce que tu as eu là-dedans une pulsion de vie, finalement, avec l'idée que tu allais te laisser mourir, en fait, si tu courais pas? Ou est-ce que c'était une volonté de continuer comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas? Je pense que c'était un peu des deux. J'avais besoin de me sentir vivante. Le sport, c'est vraiment ce qui me permettait de me sentir vivante et d'être bien dans mes baskets, en fait, tout simplement. Bien sûr. Et à côté de ça, ouais, j'avais envie de vivre simplement comme une nana de 24 ans et juste de faire ce que j'ai envie de faire, de sortir avec mes potes, de voir du monde. J'avais pas envie d'aller en chimio, j'avais pas envie de porter des perruques, de regarder des magazines sur les turbans. Enfin, ça m'intéressait pas tout ça. T'as commencé à courir à quel âge, toi? T'as commencé super jeune. Ouais, j'ai commencé à 7 ans et en club à l'âge de 9 ans. Et tu penses quoi, du coup, en ayant toi-même vécu finalement des douleurs physiques hyper fortes qui peuvent être celles qu'on a quand on est en chimio, etc., de ceux qui disent qu'il faut souffrir pour le sport, qu'un bon sportif souffre pendant... Moi, je le dissocie complètement parce que il y a des souffrances entre guillemets, quand je dis souffrance, ça peut être plutôt lié à des courbatures ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec une réelle souffrance. Moi, quand je vais courir, c'est du plaisir. Donc, je pense que c'est pas les mêmes douleurs. Ce qu'on entend souvent, notamment les coachs sur Instagram, expliquer aux gens que s'ils sont pas en train d'avoir super mal en faisant du sport, alors c'est pas du sport. C'est un discours qu'on entend très souvent. Et à l'inverse, heureusement, il y a des athlètes, notamment d'ailleurs des personnes qui sont dans les performances comme l'ultramarathon, etc., dont je sais que tu es féru, qui vont te dire, bah non, en fait, on n'est pas censé avoir mal. Enfin, en tout cas, c'est pas un indicatif de bonne ou mauvaise pratique. C'est pas censé être une contrainte, ouais. Tout à l'heure, je faisais un parallèle avec ce qui a été dit à Lisa pour l'injonction à ce qu'elle continue sa sexualité, à être une femme fonctionnelle qui peut continuer à donner du plaisir aux hommes. Toi, de la même façon, ton médecin t'a dit quand il était question de faire une ablation en fait, d'un sein, t'as 25 ans, ça m'embête de te laisser ressortir sans poitrine. Et tu avais l'impression en fait, qu'il se posait plus la question de la reconstruction que toi-même. C'est ça. Et tu as fait 5 rejets de prothèses jusqu'au moment où tu as dit stop. Ouais. Comment est-ce que toi, tu l'analyses maintenant, cet acharnement finalement, même pas thérapeutique, cet acharnement esthétique sur ta personne?
Maintenant, je vois ça comme un acharnement, c'est sûr, mais c'est vrai que dans les premières opérations, moi, je me suis un peu construite avec tout ça. Et c'est vrai qu'au départ, pareil, à 25 ans, je me dis, ok, j'ai pas de poitrine. Enfin, je suis restée 1 an et demi avec un seul sein, parce que c'était le premier sein qui était malade. Ensuite, on a fait des tests génétiques et on a su que c'était génétique, qu'il a fallu faire retirer le second sein. Mais c'est vrai que pour la première reconstruction, tout le monde me disait « Mais t'as 25 ans, tu peux pas repartir sans poitrine. » Moi, je disais « Mais je suis restée 1 an et demi avec un seul sein. » Et finalement, ils m'ont handicapée plus qu'autre chose. Oui. Parce qu'il fallait mettre un soutien-gorge, il fallait mettre une prothèse externe, il fallait soit mettre une brassière de sport, mais j'étais toujours asymétrique. J'étais pas bien dans ma peau parce que j'avais un seul sein. Et limite, je disais au médecin en fait, enlever le deuxième parce que je serais mieux. Et par exemple, je fais beaucoup de sport, donc presque ça m'arrangeait. Je disais, moi, je suis bien comme ça, j'ai pas de problème avec mon corps. Et vraiment, c'est ce qu'on me disait tout le temps. Mais non, mais t'as 25 ans, aujourd'hui t'as un copain, mais si tu retrouves quelqu'un d'autre dans 10 ans, comment il va te regarder ? Limite, je le prenais comme ça et je me disais, ah d'accord, donc en fait, je suis une femme aux yeux de quelqu'un d'autre, en fait. C'est juste parce que j'ai 2 seins qu'on va me dire, ok, t'es une femme. À quel moment je suis une femme parce que j'ai des seins ou pas ? T'étais pas écoutée dans ce que tu jugeais bon pour toi à ce moment-là. Non. Lisa, toi, ça te fait réagir par rapport à justement ce qu'on disait tout à l'heure Je crois que j'avais pas la même force que toi. Moi, je les ai écoutés, tous ces mots-là. J'étais là, ok, si on me dit qu'il faut faire ça, c'est qu'il faut le faire. Mais cette injonction-là, oui, moi, c'est ce qui m'a poussée à accepter l'opération. C'est ce qui m'a poussée à accepter une sexualité avec des pratiques pénétratives pendant 10 ans pour être une fille normale et répondre aux attentes. Donc, ouais, c'est fou que les médecins ne t'écoutent pas, en fait. Je pense que c'est ça le plus fou dans ce que tu nous racontes. Anaïs, toi, tu es coutumière donc de marathon. Ce qui est déjà long, mais aussi de 100 km, de 100 bornes, tu en parles dans ton livre. Ce sont des courses qui sont longues. Quand on est très solide, on peut les faire en 8 heures, je crois, si je me souviens. 8h25, j'ai Ouais, voilà, 8 heures. Wow. Mais enfin, voilà, ça reste des courses qui sont super longues. Enfin, il y a 8 heures, rappelez-vous, vous étiez dans votre journée. Est-ce que... 8 heures de course d'une traite. Mais d'une traite. Avec plaisir. Enfin, volontairement, j'ai une force. Pour le plaisir, ouais. D'accord. Est-ce que du coup, tu avais l'impression que cette pratique donc, de ce qu'on appelle l'ultramarathon, c'est-à-dire des courses longues, tu as eu l'impression que ça pouvait t'aider aussi à tenir et avoir une certaine endurance au gré des épreuves que tu as pu subir pendant ta maladie ? Je pense parce qu'en fait, pendant que j'étais en traitement ou pendant mes opérations, c'était compliqué pour moi de courir plus vite. Donc en fait, j'ai essayé de courir plus longtemps. C'est aussi pour ça que je me suis mis sur le 5 km. Parce que j'ai été gênée au niveau des cicatrices et le temps que tout se remette bien en place, entre guillemets, c'était un peu compliqué. Et en fait, j'ai appris aussi à courir grâce aux 100 km et je pense que ça m'a construit en tant qu'athlète parce que du coup, c'était une période de ma vie où j'avais besoin d'objectifs. Et c'était un peu un entre-deux où je me disais, je peux pas faire ce que je faisais avant, mais je sais pas trop ce que je vais faire après, selon mon corps, il va se remettre. Et le 100 km, en fait, c'était un objectif. J'avais besoin d'avoir un objectif pour avancer et ça a été ça. Et dans quelle mesure tu penses que le sport t'a porté à travers cette guérison ? Pour moi, c'était une vraie thérapie. Donc déjà, c'était ma passion avant de tomber malade. Ça a été ma passion pendant, et ça l'est encore plus aujourd'hui, parce que je pense que ma force s'est encore décuplée, que ce soit physique ou mentale. Mais je pense que pendant les traitements, c'était une réelle thérapie. Et je le dis tout le temps, et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. C'était surtout mon moment d'évasion, où je sortais, où je prenais l'air, où je voyais du monde. Et en fait, c'était 1 heure de temps où j'étais pas malade. Ouais, donc finalement, il y avait cet effet dont tu parlais tout à l'heure, le comme si de rien n'était. Ouais, c'est ça. Je pensais à rien d'autre, quoi. Non, j'étais comme tout le monde. Je rigolais avec mes potes. Et puis après, quand je rentrais à la maison, ok, en fait, quand tu te retrouves seule, tu te retrouves face à la maladie et tu te dis, ok. Mais c'est vrai que le moment où tu es dehors avec tout le monde, t'oublies. Ouais, des instants hors temps où tu peux complètement suspendre en fait, tout ce qui se passe de difficile et face à l'épreuve sportive. Puis, dans la réalité. J'imagine l'énergie, comme danser, bouger, se sortir vivant, quoi. C'est ça. De croquer la vie. La première question, alors là, on est en train plus de parler de sommeil et de combien d'heures de sommeil nous était nécessaire pour fonctionner. 14. Non, mais je suis en train de dire que moi, il me faut 9 heures. Alors bon, je vous explique du coup ce qui s'est dit en off. C'est que je viens de tomber sur un post qui dit qu'en fait, depuis le début, on nous dit que l'être humain adulte a besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Et qu'en fait, depuis le début, c'était calqué sur les besoins des hommes et que de nouvelles recherches montrent que les femmes auraient-elles besoin de 9 à 10 heures. Ce qui explique beaucoup de choses. En tout cas,
Je parle en mon nom. Voilà. Si, non, mais parce que moi, j'ai dormi 10 heures cette nuit. Et je peux vous dire que ça me fait un bien fou. Ça, tu passes pas la même journée, tu vois, derrière. Mais c'était pas arrivé depuis 2012, donc vraiment... Ah ouais. Je pense qu'on devrait dormir 12 heures par nuit. 12 moi, heures le week-end, je peux dormir 14-15 heures. Mais 12 heures, c'est plus pour les enfants. Les enfants, c'est 12 heures. Je suis un nourrisson, je pense. Non, mais parce que moi, j'ai des petits frères et sœurs, souvent, c'est... Enfin, mon frère se couche à 22, mais... Encore autre chose, il a 7 ans, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que c'est 20 heures, tu te lèves à 8. Vraiment ouais. Tu dors 12. T'es au top. Et tu grandis bien. Si je dors plus de 10 heures, j'ai de la soupe pour grandir. Je comprends rien. Ouais, mais c'est... Ouais, mais en fait, on m'a souvent dit que c'était les heures d'avant minuit. On rentre un peu dans le... Non, mais d'avant minuit qui sont réparatrices. Mais c'est vrai qu'en fait, si tu te couches à 23 et que tu te lèves à 10... c'est bel effet. Mais justement, au-delà de l'hypersomnie, comment est-ce qu'on mène une vie normale à côté d'une maladie, à côté d'un trouble, etc. Donc une vie normale, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit à l'école, que ce soit pour partir en week-end et en gros pour tout ce qui est improvisation dans la vie. Comment est-ce qu'on gère sa vie sentimentale et sexuelle? Enfin, comment ça se passe pour avoir une vie normale quand malheureusement on a des maladies ou des traitements ou des... Moi, c'est un mot que j'utilise plus pour ma vie. T'es pas en quête de normalité du coup. En fait, le truc, c'est qu'elle est impossible. Et j'accepte aujourd'hui, moi j'ai des médocs à prendre, je sais que il faut que je sois pas loin de pharmacie à telle ou telle date. Il y a plus rien qui s'improvise vraiment. Voilà. Mais après, je vis avec et on s'accommode et puis on y trouve aussi des avantages, etc. On apprend à faire différemment. Enfin, je me dis qu'une fois qu'on a passé les plus grosses opérations, etc., ça, c'est la chance et le plaisir d'être en vie, c'est déjà énorme. Donc le reste, on s'accommode, quoi. Ouais. C'est très juste. Très juste. Il y a un truc de... En fait, moi, je te rejoins dans l'idée que la normalité n'existe pas vraiment. C'est parce que tout le monde est très différent. Et on le voit tout le temps. Et en plus, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient même cool de pas être normal, comme un truc de moi je suis TDA et moi je suis ça et en fait moi t'as compris, j'ai un quotient intellectuel. C'est Instagram ça. Ouais, non mais il y a un truc. Non mais en tout cas j'ai l'impression que justement il y a toute une Instagramisation qui fait que c'est cool de pas être normal. Bah, les gens en soirée qui viennent te tunnel sur leurs différences parce qu'ils ont fait un test sur Facebook quoi. Ouais. Après moi je tunnel sur ma différence tous les jeudis donc j'ai pas envie de, mais c'est vrai qu'en tout cas il y a un truc de qu'est-ce que c'est qu'être normal et est-ce que c'est pas ce que les gens te disent d'être à ce moment-là ou à des moments précis de ta vie qui font que tu dois soi-disant être normal. Mais en fait, pour moi, j'associe deux choses. C'est que je sais qu'à l'école, par exemple, il y a être au même niveau que les autres pour pas être trop perdu. Et en soi, moi, j'ai eu un suivi assez cool parce que j'avais des AVS, des assistants de vie scolaire ou des ordinateurs ou des trucs qui me permettaient d'être au même niveau que les autres. Et finalement, d'aller carrément plus vite, parce que finalement, j'ai appris à écrire à l'ordinateur et j'écrivais à balle. Et en fait, c'est les gens qui se mettaient à lire les cours sur mon ordi pour suivre. Et donc, en fait, finalement, je me mettais à surpasser les gens. Pas dans les notes. C'était presque un atout au final. Voilà, presque un atout au final. Et en fait, c'est comme... mais en l'occurrence là, c'est comme porter des lunettes quand on a des soucis de vue, quoi. C'était vraiment des petits détails. Mais c'est vrai que du coup, il y a un truc de... est-ce que finalement, être normal, c'est pas accepter qu'on n'est pas normal? Enfin, il y a un truc un peu bizarre que moi j'ai appris en tout cas en grandissant, que finalement aujourd'hui, en plus de ça, avec le spectacle et ça, enfin en tout cas à titre personnel, c'est tellement une force de pas être comme les autres ou de pas l'avoir été, que je dis souvent que si c'était à refaire, je le referais complètement parce qu'en fait, il n'y a pas de normalité précise, quoi. Oui, puis c'est le seul référentiel de toute façon de vie que tu aies pu avoir. Ouais. Donc du coup, exactement. Pour toi, ça t'apparaît comme ta normalité. Exactement, en fait, c'est-à-dire que je regardais dans le miroir et je me suis toujours ressemblé comme aujourd'hui, en fait. Et donc, j'ai jamais eu un visage entre guillemets normal, et donc en fait, je me suis jamais dit que j'étais... Pour citer du rap, parce qu'on est chez Move, c'est Orelsan qui dit avant, quand je voyais les gens normaux... Non, avant j'étais pas normal. J'y ai pensé quand t'en as parlé. Voilà, avant j'étais pas normal et j'angoissais de pas être normal. Aujourd'hui, quand je vois les gens normaux, je suis fier de pas être normal. C'est mieux écrit que ça, mais en tout cas, il le dit comme ça. Et je trouve ça très juste aujourd'hui. Ça veut vraiment, pour moi en tout cas, plus rien dire. Après, je sais pas si vous... Anaïs, toi, quand t'as dû, j'imagine, adapter toute ta vie, aussi bien professionnelle, parce que être soignante, c'est quand même des métiers qui sont extrêmement physiques, que sportives. Est-ce que tu as dû à un moment faire le deuil justement de la normalité et du comme avant, ou tu l'as pas fait et tu as continué justement à donner le change? Non, je pense que j'ai toujours continué soit mon travail, soit mon sport.
entre guillemets, en étant normale, avec ma normalité à moi, parce que c'est ce que je faisais avant, c'est ce que j'ai continué pendant. Et en fait, et par contre, effectivement, quand j'en discutais avec les autres, tout le monde me disait mais comment tu fais, comment tu peux faire. Et à ce moment-là, je me sentais pas normale. Mais pour moi, ça n'a jamais été une différence. Lisa, toi, tu t'es fait violence et silence pour être normale. Je pense que c'est des parcours assez différents. Moi, j'avais pas physiquement, il y avait rien, donc j'étais plutôt normale justement dans ce truc-là. Je sortais, je pouvais séduire, je suis hétéro, je pouvais draguer les mecs, il y avait aucun problème. Et puis c'est quand tu rentres dans une vie intime où d'un coup, en fait, je pouvais pas faire ce qu'on me demandait de faire, et en tout cas je pouvais pas donner du plaisir de manière assez classique en utilisant la pénétration. Et donc là oui, t'as le rejet, t'as les mecs qui se barrent, ceux qui veulent pas rester, donc moi la normalité, elle était, je pouvais pas, en fait oui, j'ai fait ça, j'ai continué de faire comme je faisais avant, c'est-à-dire d'avoir une sexualité normale, donc en ayant mal. Donc moi j'avais besoin d'essayer d'être normale, et c'est pas ce que j'ai fait, mais pour le coup c'était le truc le plus important, c'était d'essayer de réfléchir autrement ma sexualité, et je l'ai pas fait. Donc en vrai j'ai toujours cette peur là, hein, que ça revienne, et que du coup je puisse pas avoir une sexualité plaisir, et que ce soit une sexualité douleur. Bien sûr. Donc je pense que c'est différent ouais, les douleurs sont au niveau de l'endroit que tu dois arrêter. On ressent de la rage ou de la colère à des moments face aux injustices finalement de la nature. Moi, j'étais très en colère. J'avais beaucoup de colère. J'avais beaucoup de colère au début par rapport à moi, parce que je suis pas capable de guérir. Et après, très vite, par rapport aux autres, je jalousais mes copines qui me racontaient leurs histoires, et moi, j'en étais pas capable de vivre ce qu'elles vivaient. J'avais mal toute la journée, donc dépression, donc t'arrêtes de travailler. Donc, je le dis dans le livre, j'étais enfermée chez moi à regarder Charmed. Je me suis fait toutes les saisons, j'ai refait toutes les saisons. Je buvais le soir, je faisais d'autres trucs, et la journée, je m'abrutissais devant la télé. Et j'ai fait ça pendant des mois, et je jalousais tout le monde. J'étais en colère que les autres vivent une vie normale et moi non. C'est compliqué. J'en ai eu de la colère aussi, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a laissé place à de la tristesse, en fait. De la tristesse de ne pas pouvoir exercer mon métier comme je le voulais à une période, parce que quand tu as un beat de 7 kilos, un foie de 7 kilos, en fait, quand tu es sur scène, moi, mon live, il est assez cardio, en vrai, c'est compliqué. En fait, tu as du mal à chanter, tu as du mal à danser, tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir continuer à faire mon métier encore longtemps, que j'adore? Donc, tu es un peu dans un rapport amour-haine avec ton corps. Et puis, après ça, ça a été plus... de la tristesse. Moi, aujourd'hui, je le vis super bien, globalement. Mais parfois, je suis triste de ne pas avoir le droit à la légèreté. Parce qu'il y a plein de trucs que tu ne peux pas faire. Tu peux pas... tant mieux si je ne peux pas prendre l'avion pour aller au bout du monde quand j'en ai envie, parce que c'est comme ça. C'est pour l'empreinte carbone, c'est bien. Mais je veux dire, je sais pas, moi, j'ai toujours bu très, très peu. Mais parfois, tu as envie de boire, ne serait-ce qu'un bon vin. C'est même pas de mettre une latte, tu vois. Tu peux pas. Tu peux pas du tout boire d'alcool, du coup. Un petit peu, mais du coup, je préfère ne pas boire plutôt que de me dire que je m'abîme le corps. Ou parfois, quand à des occasions très très spéciales, je m'octroie un verre de vin. Mais voilà, la petite bière de... on sort du taf. T'es en terrasse, ou tu sors d'un gros concert et t'as envie... non, en fait, ça, c'est... T'es obligé de tout réfléchir, tout ce que tu manges, etc., parce que moi, je prends des anti-rejets. Tu réfléchis à tout. Tu peux pas manger ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Donc, c'est plus cette charge mentale-là qui est maintenant très intégrée. Mais parfois, quand t'es fatigué, ça remonte, et tu te dis, putain, j'aimerais juste que ce soit simple, en fait. Mais voilà. Anaïs, je t'entendais acquiescer quand Thérèse parlait de ce droit à la légèreté. Ouais, c'était surtout, effectivement, moi, j'ai pas vraiment senti de colère, mais j'ai plus eu de la tristesse de me dire, en fait, je comprends pas pourquoi moi, je suis là alors que je pourrais être bien plus haut. Et c'est surtout de me dire, voilà, dans le sport, par exemple, ou même dans mon travail, j'aime tellement mon travail que quand j'ai pu reprendre le travail, j'étais trop contente. Je voulais juste, en fait, avoir ma vie d'avant. Et du coup, c'était vraiment
ce côté-là un peu de tristesse, de me dire, en fait, là, pour l'instant, un peu comme si on me tirait une balle dans le pied, que je devais rester sur place et qu'il fallait attendre, et ensuite, je pourrais recommencer ma vie d'avant. Mais il y a la frustration aussi. Peut-être que le corps empêche ce dont l'esprit aurait envie. Peut-être un peu, ouais, c'est sûr. Il y a une forme de frustration, c'est évident, mais de toute façon, quand on est en traitement, il n'y a pas vraiment de choix. On est obligé d'attendre et on dépend aussi des traitements, du corps, et on attend de voir comment ça se passe. Et si tout va bien, à ce moment-là, les choses rentrent dans l'ordre. Et on parle beaucoup de body positive ces dernières années, et fort heureusement d'ailleurs, parce que c'est assez rafraîchissant quand c'est sincère. Est-ce que vous trouvez que ce body positive, ça englobe suffisamment bien les corps malades, les corps anormaux ou déviants temporairement de la norme? Est-ce que vous trouvez en tout cas qu'il y a une inclusion suffisante des corps qui souffrent? Peut-être. Ça touche beaucoup à l'esthétique, justement. Tu en as beaucoup parlé dans le spectacle. Peut-être que tu veux en parler. Ouais, la beauté. Moi, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, ma vie a été plus calquée sur. C'est pas toi le problème. Et en fait, l'adaptation est tout le temps là. Moi, ça a été un peu tout le temps comme ça dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai l'œil qui rougit vachement facilement. Je dois mettre des gouttes. J'ai tout le temps des gouttes sur moi. Et maintenant, je vais même trouver une solution pour qu'il aille mieux, donc ça va encore mieux. Et donc, sur le physique, pour y revenir, j'ai l'impression que peut-être que ça inclut pas assez de monde, mais que de plus en plus, et c'est important. Mais je pense que j'y vois, en tout cas moi, même s'il y a encore beaucoup de travail, quand même du positif. Mais moi, en tout cas, je le vois dans la manière que les gens réagissent. Dans la manière dont les gens réagissent face à moi et face à ce que je suis. Et c'est peut-être aussi parce que j'en fais une force, mais il y a un truc d'acceptation totale, quoi, d'un truc de... Mais c'est d'ailleurs un peu gênant parce que si les gens viennent me voir et me dire mais d'ailleurs moi vraiment je te le dis, je te trouve beau, en fait ça me gêne énormément. Mais ça c'est un autre problème. Mais donc en fait comme un truc où je sens que des fois on a besoin de rassurer sur le fait que t'inquiète pas, justement t'es normal, mais je crois qu'en fait il y a aussi un truc où il y a beaucoup de gens qui le calquent dans un truc aussi de c'est comme ça et ça existe et ce sera pas autrement. Enfin je sais que moi mon codeur, il a eu des problèmes de poids dans sa vie et c'est un sujet avec lequel lui il est très à l'aise et moi c'est un truc que j'admire énormément. Enfin je me permets d'en parler, peut-être il m'engueulera mais je crois pas. mais c'est un truc où je sais qu'il est très à l'aise avec ce truc là et moi j'étais très ému de voir à quel point il était à l'aise avec ce truc là, que c'était là, c'est plus là, c'est pas un sujet, c'est pas grave et il a été comme il a été et je sais qu'il n'y a pas de jugement. Et alors, il y en a eu. Mais aujourd'hui, dans notre vie, il n'y a pas de jugement. Et c'est beau. Et un truc où vraiment, je le vois hyper à l'aise, heureux, et que ça n'est même pas un sujet. Enfin, c'est un sujet parfois d'humour ou de trucs comme ça entre nous, mais même pas de... Enfin, où c'est beau, quoi. Mais Gabrielle, dans ton spectacle, tu parles d'ailleurs du moment où la douleur physique va venir succéder... vont venir succéder les angoisses. Ouais. Est-ce que vous, au travers de vos parcours assez différents, il y a eu des moments où la douleur physique vous a quand même laissé ressentir de la douleur mentale? Ou est-ce que finalement, quand on est occupé à expérimenter des choses très fortes au niveau du corps, on n'a même pas le temps en fait de ressentir ça? Non, moi je pense que j'ai pas eu le temps de ressentir de douleur mentale. Après, je pense que c'est plus dur pour les proches. Je pense que tout ça, c'est plus compliqué à gérer. On s'inquiète aussi beaucoup plus pour ses proches. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était plus compliqué pour ma famille, pour mon père, parce que je les voyais vraiment souffrir. Ils pouvaient rien faire, ils étaient impuissants. Alors que finalement, moi, j'essayais juste d'avancer. Et ça crée de la culpabilité quand on se dit qu'autour, les gens sont très inquiets, etc. Ou pareil, on n'a même pas le temps d'y penser. Ça, t'en parles, toi aussi. Moi, j'en parle beaucoup dans le spectacle. J'ai vu des choses où tu dis que tu avais l'impression d'être un boulet au pied. Ah bah c'est même un sujet important du spectacle. Je sais pas si toi, ou si vous, ça. Mais j'explique en fait le fait de tomber malade crée de la culpabilité vis-à-vis de soi-même en ayant peur d'avoir fait souffrir les autres. Et je raconte qu'en fait, il y a un truc très important en moi qui est que j'ai l'impression d'avoir été le sujet et le point de départ des séparations parentales, des manques de place des frères et sœurs, des angoisses de la famille, et en fait d'être celui qui a fait souffrir les autres. Et j'en parle dans le spectacle en essayant d'extrapoler ce truc-là, parce que je suis quelqu'un qui s'excuse constamment. Par exemple, quand j'effleure un truc, moi j'ai toujours peur de bien le faire. Ma soeur m'insulte tellement elle n'en peut plus que je m'excuse, mais c'est un vrai sujet en tout cas. Et c'est vrai que j'en
parler enfin, j'en parle beaucoup dans le spectacle en tout cas. C'est un sujet très important. Et j'essaie de l'extrapoler sur l'universalité du traumatisme plus que du cancer en lui-même. Mais après, il se trouve que moi, ça a été le cancer, mais je pense que ça peut être autre chose. Et je sais que par les témoignages que je reçois et tout, que c'est un truc important en tout cas de... Ouais. Je sais pas pour vous, mais moi c'est pareil, hein, je culpabilisais beaucoup et je culpabilise encore parce que je me suis sortie de cette opération, etc. Mais déjà, le rejet, on ne sait pas, enfin, ça peut arriver n'importe quand. Mais il y a aussi, par rapport à une vie familiale, d'inquiéter ses proches, la vie amoureuse. Moi, je sais qu'avant l'opération, j'avais dit à la personne avec qui je suis, tu peux partir en fait, hein, si tu veux. Enfin, en fait, je t'aime, mais tu peux partir. Je comprendrais que c'est trop dur. Et voilà, et puis après, il y a aussi tout ce truc de se dire... moi, c'est beaucoup par rapport à la maternité. Parce que quand j'avais cette espèce de gros foie qui arrivait et qui prenait toute la place, on me disait c'est un peu compliqué d'avoir des enfants, il n'y a pas de place. Et puis maintenant, il y a de la place, mais du coup, j'ai 38 ans. Donc, il y a encore toute cette question qui me tourne autour. Et je me dis, mais si... par le plus grand des miracles, pour plein de raisons, parce que ça ne s'improvise pas, encore une fois, dans mon cas, je peux avoir des enfants, j'ai la culpabilité anticipée de potentiellement lui refiler une maladie. Et ça, c'est dur, je trouve. Et j'imagine en plus de ça, le temps qui avance, qui fait que toi, ça t'angoisse encore plus. Enfin, exactement. Je sais pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là en plus mais qui amène... c'est fou. Mais on y revient avec le rapport au corps, j'ai l'impression enfin, j'ai l'impression, en tout cas, je me permets mais comme un truc de... Enfin, moi, je sais que dans ce cas, je rigole du fait que, genre, l'œil, le nez et tout le côté droit ne marche pas, et je fais des blagues dessus. Mais je le rejoins face au fait que, du coup, il y a un jugement de l'autre potentiel ou un truc qui fait que dans la société ou dans les âges de les machins, ça t'empêche de faire des trucs en plus de... juste culpabiliser d'avoir été malade. Enfin, j'imagine qu'il y a il y a des doubles ou triples peines double, triple, avec la projection des autres sur soi. Et je voulais vous demander ce soir quelles sont les choses que vous ne supportez plus d'entendre, les clichés sur la maladie, sur la guérison, sur la douleur ou sur la santé en général. Je pense que ce serait plutôt les clichés un peu physiques. Du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, les prothèses, les perruques, les choses comme ça. Et, j'ai tellement entendu pendant ma chimio, mais tu peux pas t'acheter une perruque? Mais qui ça gêne en fait? En fait, les autres étaient plus gênés que toi du fait que ça puisse se voir que tu étais malade. Ouais, je pense. Mais parce que ça les ramène à eux. J'ai l'impression qu'il y a un truc où ça les ramène au fait qu'eux ne le sont pas et qu'ils peuvent potentiellement l'être. Enfin, j'interprète, mais en tout cas, je sais qu'il y a un jugement qui peut se créer de par ce truc-là, en tout cas, que ça les ramène à leur propre vie. Et que comme on est tous des énormes peureux, il y a une petite angoisse qui se crée, ils refusent de l'accepter. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je peux le vivre comme ça, quoi. Enfin, je peux imaginer que... Enfin, bref, l'alcool et les tisanes. Moi, on me dit souvent, mais ça va, tu te fais pas trop chier, t'es une mamie. Alors tout à l'heure, c'est vrai que je disais que j'avais un peu parfois envie de légèreté, mais c'est pas forcément par rapport à l'alcool. Et moi, je suis dans le milieu de la musique. Les gens, ils boivent, ils se droguent. Bon, c'est un secret pour personne. Hein. Et en fait, non, moi, je suis... avec ma petite bouteille d'eau, allez, quand je me sens un peu folle, je vais boire un jus, quoi. Et tout va très bien. Enfin, je m'amuse en soirée, je danse, il n'y a pas de souci. Et cette espèce d'injonction à boire ou quoi pour être cool et s'amuser, moi, c'est un truc qui me... Je revendique encore plus la tisane, tu vois. Dans ces milieux-là, ça peut presque être un frein de ne pas se mettre des cuites avec les autres. Parce que tu loupes des trucs. Bien sûr. Des superbes anecdotes de 5 minutes sur une nuit entière de 8 heures. Mais t'as raté ça, c'est quand même fou. Dont les gens se souviennent pas en général. C'est hyper romancé. En plus, les tunnels de mecs bourrés ou de meufs bourrés. Là où ah ouais. Le propre du tunnel, en général, c'est quand même d'être fait par une personne ivre. Tu es choisi comme ça ou pas? Je vais vous donner de la tease un peu là dans les émissions. Moi, c'était beaucoup détends-toi. Peut-être que si tu essayes de ce type de position, peut-être que le mec avec qui t'étais, il avait ci. Donc, de toujours essayer de trouver une raison physique, encore une fois, aux douleurs et donc toujours un peu minimiser sur le fait que tu vas te détendre. Après, il y a ce truc de... on peut pas en guérir. Moi, je l'entends souvent, en fait. Et là, c'est principalement les retours que j'ai. C'est, putain, en fait, on peut guérir, genre c'est possible. Et donc c'est ce truc-là de penser que c'est toi qui as un problème, que ton corps est défectueux. Mais bizarrement, ça vient beaucoup plus des gens qui ont ces douleurs-là que de l'entourage. L'entourage a plutôt tendance à
pas valoriser les douleurs plutôt que de les juger. C'est plutôt toi qui vas te juger toi-même. Donc, je suis pas énervée ou j'en ai pas marre d'entendre ça. J'ai plus de l'empathie pour les gens qui continuent de dire c'est ma faute, mon corps est défectueux, je sers à rien, je suis pas une vraie femme. C'est terrible quand même. Et surtout que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ces douleurs-là, avant de connaître et de se pencher justement grâce à des ouvrages comme ça de vulgarisation, au final, même si tu racontes ton histoire, ça permet de vulgariser, notamment avec tous les lexiques, etc., que c'est définitif, que c'est anatomique et que de toute façon, ça ne peut pas passer, quoi. Moi, c'est aussi un peu comme ça que je me suis soignée, c'est qu'à un moment donné, je suis tombée sur je suis arrivée à Paris, j'étais à Londres pendant la majorité de mon parcours, je suis arrivée à Paris et j'ai impossible de trouver des médecins qui connaissaient ce que c'était. Alors à Londres, j'avais un peu plus de chance qu'il y ait une médecine privée qui fait que tu as accès à d'autres choses. Et à Paris, rien du tout. Et en fait, je me suis dit, c'est mon talon d'Achille. C'est comme ça, j'aurai mal toute ma vie. Donc, trouve des solutions, essaye de faire des petits trucs autour. Alors, je commence à mettre des timings en place où je pouvais coucher avec un mec une fois, puis après, je devais laisser passer genre 2 jours pour que ça dégonfle, 3 jours pour que ça redevienne normal, 2 jours pour réavoir envie. Et là, tu voulais même pas que les mecs voient que tu avais un truc. C'était mon angoisse. Qu'ils sachent que j'avais un problème. Mais par exemple, concrètement, si tu te réveillais au matin avec un mec pas habillé, il fallait surtout pas qu'ils puissent voir. Il y avait rien, tu vois rien. Ouais. Tu vois, en vrai, de vrai. Oui, c'est gonflé, mais ça se voit pas. Ouais. C'est gonflé, mais ça se voit pas. Et on va pas se mentir, à part quelques hommes, la majorité sont quand même pas très. Comment dire, attentifs. Oui, j'avoue. Et donc, du coup, non, ils se rendaient pas compte. Puis moi, j'étais très forte à dissimuler tout ça. Et comment vous vous sentez, ou comment vous êtes senti, en tout cas, à travers vos différents parcours, vis-à-vis de la posture, justement, j'en parle en introduction, qui est énormément mise en valeur par la société dans un but de productivité, etc., de la posture de la personne qui est malade, mais qui est guerrière avec tout ce vocabulaire de vaincre une maladie, de combattre, de gagner la bataille. Est-ce que c'est des images mentales qui ont pu vous aider, ou au contraire, c'est des choses qui vous ont pas forcément mis à l'aise ? J'ai pas compris la question. J'ai pas tout compris. Est-ce que toi, tout le vocabulaire de vaincre la maladie, de combattre, de gagner la bataille, c'est quelque chose avec quoi tu es à l'aise, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui peut t'agacer ? À l'aise ou pas à l'aise, je pense que ça me traverse pas l'esprit non plus. Enfin, disons qu'en tout cas, moi j'étais tout petit, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais c'est vrai que le lexique de la guerre a été très présent. Pendant ce truc-là, t'es fort, t'es courageux. C'est ça en fait. T'as été alors que brave, t'es juste en train de subir parfois aussi. Ouais. Je pense qu'il y a plus ou moins de choses quand il y a des gros traitements à faire et que je le fais. Enfin, par exemple, aujourd'hui, quand il y a des vaccins à faire et qu'on est plusieurs à les faire, ils me voient sortir le bras, recevoir la piqûre, remettre l'épaule. Ils sont là, mais ça va, je fais de quoi Et en fait, j'ai tellement subi de trucs qu'aujourd'hui, je le considère pas comme du courage ou comme un truc de force, parce que ça fait partie d'un truc d'expérience de vie. Donc c'est vrai qu'on ne va pas dire que ça me touche foncièrement, mais je le trouve important aussi, quand même, dans l'idée de se battre contre. Il y a un truc quand même, j'ai l'impression de force à avoir aussi sur le moment. Enfin là, quand j'entends en tout cas vos récits, je me dis quand même que toutes ces crimes, enfin forte, c'est pas du tout pour, mais il y a un truc quand même. Enfin, j'ai l'impression, vous me dites, je pas du tout, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a ce truc-là. Enfin, moi, c'est plutôt l'inverse, parce que du coup, moi, à l'inverse de peut-être vos parcours où vous vous battiez contre un corps étrange, enfin un corps à l'intérieur de vous qu'il faut sortir, qu'il faut expulser. Moi, je me battais contre mon corps qui essayait de me protéger. En fait, la douleur, dans mon cas, elle avait un rôle qui était de m'alerter sur le fait que je vivais en l'occurrence, ça a commencé dans une relation hyper toxique, que je vivais quelque chose de pas bien. Donc, moi, ce vocabulaire-là, il a été contre-productif parce que justement je l'ai adopté et j'ai eu un rapport extrêmement violent avec mon corps de ce que je disais tout à l'heure, tu le plieras. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à avoir de la douceur envers moi-même, envers mon corps et envers ce qu'il essayait de me partager, que j'ai commencé à guérir. Et ça a complètement tout changé. Donc, c'est très différent, je pense, pour tout le monde, ce discours-là. C'est intéressant. Oui. Anaïs, toi ?
Moi, je me suis tout de suite battue. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était une évidence que c'était la guerre et que quoi qu'il arrive, j'allais gagner. Enfin, j'avais pas d'autre option, en fait. Dans ma tête, c'était OK, j'apprends que j'ai ça, il n'y a pas d'autre solution. Je vais m'en sortir. Et tu voyais ça comme un combat. Enfin, quand tu visualisais du coup cette notion de combat, c'était un combat contre quoi? C'était un combat contre la nature ou contre toi-même ou contre... En fait, c'était même pas un combat contre moi-même, c'était un combat contre plutôt les médecins et les traitements que je vais avoir. C'est vraiment contre les traitements que je vais avoir. OK, on me donne du poison pour guérir. Et maintenant, j'essaie de l'expulser et de m'en sortir. Ah, il y avait vraiment cette notion, du coup, par le corps, d'essayer de... Ouais, je pense qu'il y a aussi ça. Hein. J'essayais d'aller courir, parce que du coup, j'éliminais les toxines. Je me disais, OK, plus je vais courir, mieux je vais me sentir. Ça va aller dans le bon sens. Et est-ce que dans la gestion de la douleur, tu t'es dit aussi que parfois, le fait d'aller distiller, en fait, la douleur générée par la performance, ça pouvait te faire aussi oublier celle qui était imposée par ta maladie? Je pense, parce que comme dans le sport en règle générale, on crée aussi un peu des endorphines et du coup j'avais ce côté physique et mental qui était très lié et du coup quand j'allais courir, même si physiquement c'était un peu difficile, j'avais ce bien-être mental où je me disais en fait OK, c'est dur mais ça va aller, ça fait du bien. Et c'est une façon de s'approprier en fait le corps à nouveau et de se dire il est toujours à moi. C'est ça. Est-ce que les tatouages aussi, j'ai vu que tu en avais pas mal en regardant un peu tes pages Instagram, ça a fait partie de ce processus aussi ou ça n'a rien à voir et c'était même avant? Moi, c'était déjà avant. Ça s'est pas amplifié spécialement depuis, mais j'ai continué à en faire. C'est vrai que j'ai toujours été attirée par ce qui était un peu graffiti, un peu artistique. Et c'est vrai que pour le coup, j'aime beaucoup les tatouages. C'est peut-être aussi une façon de me démarquer. Au niveau, donc toi tu parlais du sport. Autour de la table, il y a aussi des personnes qui font de l'humour, qui ont des pratiques artistiques, qui font de l'activisme. Quelles ont été, Thérèse, je me tourne vers toi parce que tu en as testé pas mal d'entre elles. Quelles ont été les meilleures méthodes hors médecine pour pas forcément guérir, mais en tout cas tenir? Pour moi, c'est l'art. Hein. Globalement, j'ai envie de dire, j'ai évoqué la photo de tout à l'heure, l'écriture évidemment. J'ai écrit cette chanson qui s'appelle Maladiva, qui parle de tout mon rapport justement à cette maladie, les différentes étapes, etc., que je personnifie. Il y a la transmission beaucoup auprès de la jeunesse, de venir raconter mon histoire, de dire que c'est pas parce que t'es une meuf de banlieue, racisée, malade, etc., que tu peux rien faire de ta vie. Et moi, cette espèce de vocabulaire guerrier, c'est quelque chose dont je prends conscience petit à petit. En fait, je pense que quand t'es dedans, en fait. Tu essaies juste de survivre. Mais parfois, je regarde un peu dans le rétro et je me tape un peu sur l'épaule quand même, à moi et à mes proches, en se disant on s'est bien battu, on s'est bien serré les coudes. Et aujourd'hui, c'est très étrange parce que c'est étendu aussi au public. Parce que c'est vrai que comme je me livre sur des choses, les gens se livrent aussi. Et puis je sens qu'ils sont là en soutien. Instagram, c'est pas des chiffres, c'est des gens qui me demandent de mes nouvelles quand je suis à l'hôpital, c'est des gens qui écoutent ma musique quand elle sort, qui comprennent aussi toute mon histoire à travers les différents sons et tout. Donc l'art et l'amour, pour moi c'est un peu la même chose en fait, soigne énormément. Après, je pense qu'il y a quelque chose aussi de beaucoup plus pragmatique qui est le soin au quotidien, de bien manger, bien dormir, tout ça. Être entouré aussi. Tu parlais de l'entourage et de l'entourage, c'est ça. C'est des choses qui sont assez basiques, mais finalement essentielles. Mais essentielles, voilà. Ma mère, elle m'a toujours dit ton premier médicament, c'est ce que tu mets dans ton corps. Donc voilà, donc bien manger, bien dormir, c'est complètement basique, mais c'est la base, quoi. Aujourd'hui, je sais que c'est ce qui me permet d'avoir suffisamment de force justement pour continuer, quoi. Et quelle sensation on ressent à l'exacte seconde où on comprend qu'on est guéri? Moi, je l'ai compris quand ça s'est sorti. Je l'ai compris quand le livre il est sorti. C'est vrai? Ouais, vraiment, parce que jusqu'à l'écriture du livre, je savais pas comment c'était arrivé, pourquoi, et je savais pas surtout comment je m'étais guérie, parce que c'est du jour au lendemain un peu ça parti. Donc c'était un peu, tout à l'heure tu as utilisé les expressions d'épée de Damoclès, c'était un peu ça, j'étais un peu toujours là genre. Donc j'avais des relations sans douleur mais sans plaisir, parce que j'étais toujours en mode genre ok, alors est-ce que là ça, ah non là ça va, ça tire pas, ah là ça va, tu vois, c'est genre comme quand tu fais une insomnie parce que tu te demandes si tu dors. Donc exactement, donc hyper concentrée sur le truc. Donc non, c'est le livre, moi c'est vraiment le livre qui fait que j'ai su que c'est même pas que j'étais guérie, mais que j'ai su que j'avais la force en moi de surmonter ces épreuves-là si jamais elles devraient... Je te rejoins complètement.
Enfin, pareil, moi j'étais trop petit, ça s'est fait comme ça. Il fallait y aller, on a fini, on a guéri, c'était super et tout. Mais le spectacle, ça a été... En fait, parce que je sais pas si tu rejoins ce truc-là, mais c'est pour ça que j'ai appelé ça C'est bientôt fini. C'est parce que il y a le pendant et il y a l'après qui est très douloureux aussi. Et en fait, moi, on me disait régulièrement c'est bientôt fini, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on le disait aux enfants et qu'on le disait aux gens pour les calmer. Et j'étais dans une interview l'autre jour et le mec me disait moi, c'est chez le dentiste. Enfin, tu vois, il y a un truc où je me suis dit que c'était universel le côté c'est bientôt fini. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne terminait jamais. Et que donc, en fait, même quand t'es guéri, tu te dis oui, mais en fait, quel intérêt du coup si ça continue encore la douleur psychologique, les médicaments, les trucs, machin. Et en fait, en faisant le spectacle, j'ai eu une résilience énorme. Et une réconciliation énorme. Il y a encore plein de choses en tête et c'est évidemment pas fini, mais en tout cas c'est vrai que je te retrouve vachement là-dessus. Il y a eu un truc de libération énorme et très beau qui est venu, pas tout de suite quand il est sorti, mais qui est venu à peu près similaire à ce que tu racontes toi. C'est le spectacle, le livre, la musique, c'est aussi d'un coup ton histoire n'est plus que la tienne. De ouf. Et il y a un peu ce truc de tu la donnes aux autres et je pense que cette transmission-là, elle est assez ouf et elle a une place hyper importante dans le passage à une autre étape de ta vie. De toute façon, toutes les deux, dans vos livres, vous cherchez pas à faire un essai scientifique sur les choses. C'est vraiment, il y a un côté très journal intime, raconté au plus près, chronologiquement, etc. Et bien sûr qu'on se rend compte que c'est des livres qui vont parler bien au-delà de vous-même ou bien au-delà des personnes qui vous connaissent déjà. Anaïs, toi, à quel moment tu te sens en complète guérison ? Quand est-ce que ça survient et comment ? Je pense que je l'ai senti assez rapidement dès que j'avais terminé les traitements de chimio, dès que je me sentais bien et que j'avais repris mon corps, on va dire, dès que je pouvais être pleinement... je sais pas comment on peut dire, mais que je gérais complètement mon corps. Je me disais pas que j'étais guérie parce que j'avais plus de traitement, mais je savais que, en tout cas, j'étais en bonne voie. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement. En fait, je me suis jamais dit ok, je suis guérie. Mais par contre, un peu comme tu disais tout à l'heure, je sais que j'ai quand même toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que c'était un cancer triple négatif, donc il y a un gros taux de risque de récidive et c'est pas fini. Je sais que ça peut revenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais je continuerai à vivre aujourd'hui, en me disant que tout ira bien. Tu me tournes autour comme Weinstein. Je t'esquive, appelle-moi Einstein. Je te vois. Dans les recoins d'un toi tu shines. Tu te glisses dans toutes mes failles. Je te bois. À petite dose, en overdose, ai-je le choix? À petite dose, en overdose, toujours là. Personne n'aime parler de toi, à quoi bon? Dans le bruit souvent te noie, on enroule nos œillères de soie, nos addictions. À petite dose, en overdose, ai-je le choix? À petite dose, en overdose, tu me broies. Meet you once in a lifetime.
si je me réveille pas, c'est qu'elle m'a pas laissé le choix. Et c'était Thérèse sur Move. Merci beaucoup, Thérèse. Ça va être l'heure, du coup, de se dire au revoir après ces deux heures, ces 2 courtes heures. Merci déjà de nous avoir écoutés. Et je vais laisser chacun et chacune des invités nous dire où est-ce qu'on peut la retrouver, quels sont ses prochains projets. Thérèse, je te laisse commencer. Alors, moi, mon album L'attente vient tout juste de sortir. C'est mon premier album. Et dedans, il y a plein de choses qui se passent. Donc, j'espère que vous irez l'écouter sur les plateformes de stream. Et évidemment, je serai en tournée. Et le 12 juin, que je ne me trompe pas de date, le 12 juin, je serai à la Maroquinerie à Paris. Donc voilà, j'espère vous voir nombreuses et nombreux. Et en parlant de tout ça, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à guérir, c'est aussi d'écouter les histoires des autres. Et du coup, je suis en train de monter un podcast qui est sur la santé des artistes. Donc voilà, vous pourrez me rejoindre. Ça devrait sortir courant de cette année. Et voilà. Et donc, s'il y a des artistes qui veulent témoigner, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil et à m'envoyer un MP sur Instagram. Petit coup de bigot. Et sur Insta, évidemment, vous pouvez me retrouver à T comme Thérèse, en un mot. T comme Thérèse, ou sinon vous tapez Thérèse et je pense que vous me trouverez. Walou. Merci beaucoup, Thérèse, d'être De rien. venue. Gabriel. Moi, j'ai peur de faire le podcast de Thérèse déjà. Non, moi, je joue mon spectacle qui s'appelle C'est bientôt fini, tous les jeudis à la Scala, jusqu'au 22 juin. À partir de mai à partir de mai, je n'ai plus les dates exactes, mais on passe à 3 soirs par semaine, donc jeudi, vendredi, samedi. Il faudra aller sur les liens qu'on met un peu partout pour voir les dates exactes. Donc ça arrive, c'est prolongé évidemment bientôt. J'ai pas encore toutes les dates et je peux pas trop en parler, mais en tout cas il y aura une visite de la France et des prolongations. Et l'année prochaine, je sors une série dans laquelle je joue, qui s'appelle Carême. Une série de Martin Bourboulon sur Apple TV+. Et dont je peux pas trop en parler non plus, mais je sais qu'en tout cas c'est en tournage et ça se passe bien. Et voilà, donc le spectacle en majorité tous les jeudis. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur les internets, sur le World Wide Web. Web. On peut me retrouver sur Instagram, Gabriel Pondozli. Donc voilà, DONZE2LI, très simple. Et voilà, et je follow pas back tout le monde, mais mais vous pouvez me suivre sur les réseaux, ouais. Merci beaucoup, Gabriel, d'être venu merci ce beaucoup. soir. C'était trop bien. Ah, mais trop chouette. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Trop bien. Anaïs, prochaine, déjà le livre, et puis prochaines actualités, peut-être, prochaine course. Ouais, et moi où est-ce qu'on peut te suivre? Des courses, j'en ai beaucoup, donc je vais en faire plusieurs là tout au long du mois de mai, juin, juillet. Enfin, vraiment, j'en ai pas mal, à peu près toutes les 2 semaines. Prochaine course, ce sera les championnats de France de 10 000 mètres sur piste le 4 mai en Bretagne. Donc sinon, en termes d'actu, j'ai mon livre qui est sorti hier, le 3 avril, qui est disponible à la FNAC et sur toutes les plateformes de revente, donc qui s'appelle Tout ce que je voulais, c'était courir. Et on peut me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Anna Banana Running. Merci beaucoup, Anaïs, d'être venue avec nous ce soir. Lisa, enfin. Ouais, du coup, moi, mon livre est sorti il y a 1 mois et demi maintenant, le 14 février. Non, il y a plus. Ah oui, c'est ça. Ouais. Date très importante. Aux éditions Marabout, il s'appelle Couper la douleur, où du coup, je raconte tout mon parcours. Et sinon, je remontre vos 2 livres en même temps à l'écran. Nous avons ici le livre d'Anaïs. Tout ce que je voulais, c'était courir. Et ton livre, Lisa, et je te laisse poursuivre. Couper la douleur. Couper la douleur, avec un mot bien guerrier aussi. Et à côté de ça, avec l'asso, on se retrouve tous les mois à la Montgolfière. Et le prochain, c'est le 20 avril, justement sur la santé, le care, le soin. Voilà, on fait un talk autour de ce sujet-là. Venez nombreux, nombreuses, pas d'inscription, gratuit. On vous accueille 1 fois par mois là-bas. Voilà. Eh bien, tout le monde est invité. J'espère que vous avez retenu les différentes invitations qui vous ont été faites ce soir et les endroits où vous pourrez retrouver nos invités de ce soir. Pour ce qui est de l'émission, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19h sur Move. Et maintenant, je vous laisse au son de Move. C'est tout musique après moi. Salut.